Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Wow! C'est tout en musique aujourd'hui. On vous parle direction studio de musique. On vient d'enregistrer notre EP. Je vous laisse spice things up a little. Oui. Mais bienvenue à tous. Oui, bienvenue. Merci d'être parmi nous. C'est mon grand retour aux épisodes réguliers, mon tour de Bienvenue. faire un comeback. Bienvenue, Jus. Puis, J'espère que vous êtes contents. Ouais, la barre est haute après ton épisode de la semaine passée. Nous, on vient juste de l'enregistrer Ouais, il y a quelques secondes. Dans le fond, les commentaires vont être dégueulasses. Puis on est genre, la barre est haute. Ben, à mes yeux, Non, elle est très mais haute. c'est vrai que c'était... En tout cas, je suis quand même fière de cet épisode. Merci, Jus, de le souligner. Mais Bravo. oui, fait que là, c'est ton premier épisode après notre petite pause de novembre. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous raconter. Oui, j'avais bien hâte de raconter l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Et là, on est toutes les deux en train de siroter un café. Donc, si vous entendez des petits bruits de... Oui, ou de c'est- cling cling. C'est nos bagues sur nos tasses. Ouais, c'est ça. On va essayer de pas en faire. Mais oui, avant toute chose, je vais te laisser lire le shout-out du jour. Bien sûr, ça va me faire plaisir. Avant que je lis celui-là qu'on est rendu de lire dans toute notre liste de celui-là qu'on est rendu de lire, j'ai une annonce triste à faire quand même. On a pris notre pause en novembre, vous le savez toutes, puis on s'était noté un shout-out à faire très important en novembre 2025, puis on n'a pas pu le faire parce que On était que engagés. on n'a pas vu, puis tout. Puis on s'était mis comme à la fin de notre liste. Fait que bref, puis là, je viens de le revoir. Alors, je pense que je vais juste faire une petite mention quand même si c'est trop tard, à ce shout-out. Donc, on a Émilie de Québec qui nous dit « Salut les cornettes! Moi, c'est Émilie de Québec. J'ai commencé votre podcast très récemment, sachant que le true crime m'intéresse. Ma meilleure amie m'a demandé de commencer à vous écouter pour avoir quelqu'un avec qui en parler. J'ai vite accroché à votre style et chaque fois que j'écoute un épisode, elle et moi, on s'envoie plein de messages vocaux pour s'en parler et commenter sur les aspects les plus décalissants du cas présenté. Bref, elle nous dit de ne pas lâcher. Puis, ce qu'elle voulait faire, en fait, c'est un shout-out à Mélanie de Saint-Jérôme, sa soulmate d'amitié depuis plus de 20 ans. Oh. Puis, c'est ça. En fait, elle nous demande de le faire en novembre parce que c'était sa fête. Mais là, on a tout manqué ça. Ah, mes bonnes fêtes! Fait que bonne fête en retard, Mélanie. J'espère que ça fait pas si longtemps que ça vient de passer. Puis on s'excuse du petit retard, mais merci d'avoir fait découvrir à Émilie notre podcast. C'est bien smart. Puis je me rappelle quand Émilie nous a écrit, je pense que c'était au début de l'été, là, ou même Ouais, si c'est c'est ça, pas ça fait avant, longtemps. ça fait vraiment longtemps. Fait que sache que c'est pas ta meilleure amie qui a fait une erreur dans la date, nous. c'est nous. On est désolés. Mais bonne fête en retard. Fait que merci les filles de nous écouter. Gros bisous. Puis c'est ça. Après ça, le shout-out qui était prévu pour aujourd'hui, on ne l'oublie pas. Ça vient de la part de Anthony qui nous dit « Salut, je m'appelle Anthony. Je voulais faire un shout-out à ma collègue Joannick qui m'a fait découvrir votre podcast la semaine passée. Je suis déjà rendue à l'épisode 22. » Mais là, on s'entend, là, c'était l'été passé. Fait que je sais pas si t'es encore là aujourd'hui, Anthony. J'espère que oui. Il dit « D'ailleurs, dans cet épisode, vous avez fait la blague d'être un podcast on tour dans ma van crème glacée. Et je me suis dit que vous devriez avoir un camion de crème glacée. Attends, mais c'est parce que quand on a dit ça, oh mon Dieu, moitié ice cream truck, moitié studio pour votre podcast. C'est tellement drôle qu'ils nous disent ça parce que hier, moi puis Jus, on était... Parce que là, on enregistre dans la même journée que l'autre d'avant, il faut que vous allez comprendre, mais on était à contre-cœur pour notre tournée, puis on était en train de se dire, tabarouette, qu'on est chanceuse, genre, tout nous arrive en ce moment. Tout ce qu'on a manifesté dans l'univers C'est se ça. réalise. Puis là, l'épisode que tu parles, là, ça doit faire longtemps. J'espère que tu es encore là pour l'entendre. Ben, mais 22, oui. l'épisode 22 qu'on dit que genre on veut Partir en tournée dans ma van on tour. Puis en plus, c'est nos chandails de tournée, on a écrit on tour. Oui, comme littéralement, si, nos chandails qu'on vend en tournée, il est écrit « on tour Ouais, ». parce Puis qu'on on veut... y va dans ta van. Ouais. Fait que ça s'est matérialisé. Puis, tu sais, on est allé en Gaspésie. Fait que road trip dans Suzanne, la van, tournée à on tour. Genre, t'as
En tout cas, excuse-moi, là, j'ai Le l'air hasard sous tombe le bien choc, parce qu'on a parlé de ça hier. Puis j'avais pas lu le shout-out avant. Je tiens à dire que là, la première fois que je le lis, c'est là. Fait que c'est pour ça que j'ai l'air sous le choc. Mais là, c'est bien cool. Ben merci, Anthony. Oui, puis merci, Joannick. Puis on vous aime, on vous aime. Oui, on est vraiment chanceuse. C'est grâce à vous qu'on vit tout ça. Vraiment. On passe à ton épisode. Mais non. Ah oui, Avant. on a quelque chose à vous C'est dire. ça. On passe pas tout de suite à ton épisode parce qu'avant, on a quelque chose à vous dire. Vous l'avez entendu la semaine passée. On vous refait un petit message. Là, on vous en a déjà parlé dans notre dernier épisode, mais Crip et moi, on est allés à la toute nouvelle expo de Pointe-à-Calière à Montréal qui s'appelle Sherlock Holmes Mener l'enquête. Et je vous le dis, là, c'est à ne surtout pas manquer. Sérieux, on a été surprise par à quel point c'était immersif. Tu rentres là, puis t'as vraiment l'impression d'être dans un roman policier. Les décors, les indices, les reconstitutions, c'était vraiment bien fait. Oui, puis ce que j'ai trouvé trippant, c'est que t'es pas juste en train de regarder une expo, tu participes pour vrai. Tu mènes une enquête, tu fais des liens, tu découvres des détails que t'aurais jamais remarqués autrement. Oui, vraiment. Et même si t'es pas un fan fini de Sherlock Holmes, ça reste fascinant. On t'explique super bien la création du personnage, les inspirations d'Arthur Conan Doyle et même l'origine du premier bureau d'enquête policière de Montréal. En tout cas, on est sortis de là complètement charmés. Vous pouvez acheter vos billets dès maintenant. On a mis le lien dans la description. Allez voir ça, c'était vraiment nice. Oui, merci beaucoup. OK, donc passons à mon épisode. Oui, j'ai hâte. Trigger warning, je vais parler d'une tuerie dans une école primaire. Eh boy, on arrête Donc, vite de rire, hein? Ouais. On va passer aux choses sérieuses. Je vous laisse comprendre les thèmes qui vont être abordés. Mm-hmm. Je vais te raconter une des premières tueries dans une école aux États-Unis. Et ce n'est pas Columbine, comme plusieurs pourraient le penser. On est beaucoup plus loin en arrière, en 1979. OK. On est en Californie, à San Diego, le 29 janvier 79. Puis cette journée-là, il fait plus froid qu'à l'habitude pour le mois de janvier californien. On est un lundi matin et autour de 8 heures le matin, les parents viennent porter leurs enfants à l'école primaire Grover Cleveland Elementary School. Donc, la tuerie de Cleveland Elementary School, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui et il ne faut pas la mélanger avec une autre tuerie qui a eu lieu à une école qui s'appelle Cleveland Elementary School en 89. Hey boy. Et là, ça l'a tellement mélangé mes recherches. Ah Mais ouais, tu sais, il y en a c'est tellement sûr. des tueries aux États-Unis, malheureusement, que ça peut tomber qu'il y en ait deux dans une école qui s'appelle pareil. Mais c'est pas la même école. Non. Non, OK, c'est ça. Dans une autre région, mais je pense que c'est en Californie aussi, en plus. Hey boy, c'est mélangeant. Ouais, vraiment mélangeant. Mais ça montre à quel point il y a beaucoup de tueries dans des écoles aux États-Unis. Hein? Quand Ouais. on a deux écoles qui s'appellent pareil, là, c'est Mhm. qu'on a beaucoup d'écoles. Ouais. Je dis sans rien, mais c'est pas drôle. Là. Non, c'est un rire exaspéré. Ouais. Bref, la température est assez froide, mais à part de ça, c'est un matin des plus normales pour l'instant. Le directeur, Burton Ragg, ouvre les portes de la barrière qui délimite l'école à 8h15 comme à son habitude et laisse entrer tous les enfants qui attendaient dehors. Il retourne ensuite à l'intérieur se prendre un bon café en compagnie d'un collègue. Pendant ce temps, la petite Monica Selvig, 9 ans, marche seule vers l'école. Soudain, elle est projetée au sol et ressent une douleur fulgurante à son côté gauche. Elle comprend pas c'est quoi. Puis elle est à peine à 10 mètres de l'école, elle était presque arrivée. Mm-hmm. Juste après, la petite Mary Clark, 8 ans, ressent elle aussi une douleur atroce, cette fois sur son ventre. Là, elle tombe au sol, mais elle se relève tout de suite. Mary, c'est une petite fille gênée qui déteste attirer l'attention. Malgré le sang qui commence à s'emmagasiner sur son ventre, Mm-hmm. elle époussette un peu son manteau, puis elle continue à marcher, puis elle entre dans l'école sans rien dire à personne. Son réflexe, c'est genre, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais il faut pas que personne le voie. Oui. Pauvre petite. Voyons, j'ai de la peine déjà. Oui. Ça va pas bien. Simultanément, un petit garçon, Craig Werner, 8 ans, reçoit lui aussi un coup extrêmement douloureux sur son pelvis. Il tombe au sol dans le parking de l'école. Les voitures le contournent, personne ne comprend ce qui se passe encore. Tout ça, ça passe dans 10 secondes à peine. Ouais. Crystal Hardy, 10 ans, entend des bruits. Elle pense que des petits gars ont amené des pétards à l'école, chose qui était déjà arrivée dans le passé. Ouais. Mais quand elle reçoit une balle sur son poignet, elle comprend que ce qu'elle entend, c'est pas des pétards, c'est des coups de feu. Oh shit. Elle court à l'infirmerie. Quelques instants plus tard, Audrey Stites, 7 ans, a vu Monica Selvig et Greg Werner couchés au sol à l'extérieur du bâtiment scolaire.
Elle remarque que des enfants courent, crient. Elle voit qu'il commence à avoir un certain chaos. Elle entend des bruits qu'elle comprend pas c'est quoi. Mais avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, elle reçoit une balle dans l'épaule droite. Elle fuit et court se cacher dans l'école. Et c'est là qu'elle réalise qu'elle a aussi une balle dans la jambe. Elle a 7 ans. Eh mon Dieu. En moins de 2 minutes, il y a déjà 5 enfants qui ont été touchés par des balles. Et personne ne comprend d'où proviennent ces balles-là. Le directeur, Burton Ragg, qui sirote son café tout bonnement, il regarde par la fenêtre, comme sûrement à son habitude, puis là, il doit se dire « Ah, les enfants, quelle belle journée qui commence! » Mais là, il voit Greg et Monica couchés dehors, pleins de sang. Et Seigneur. Il écarquille les yeux, il panique et court aller voir ce qui se passe. Il va les rejoindre et là, il entre en plein dans la ligne du tireur. Sous les yeux des professeurs et enfants cachés ou qui courent, qui tentent de se protéger, Burton se fait tirer 2 balles dans la poitrine et tombe au sol aux côtés des 2 enfants qu'il essayait de sauver. Michael Scoocher, le concierge en chef de l'école, chouchou des élèves que tout le monde appelait Mr. Mike, voit le directeur s'effondrer au sol. Oui, c'est toujours comme le surveillant ou le concierge préféré des enfants. Il est tout le temps cool, le concierge dans une école primaire, on dirait. Mm-hmm. Et là, il voit le directeur s'effondrer au sol. Hey boy. Tu sais, c'est très, très, très rapide. Là. Ouais. Personne ne comprend ce qui se passe. Et même si Mike s'entend pas bien avec le directeur, son passé de soldat durant la Deuxième Guerre mondiale kick in. Oh, il faut sauver ses camarades. Il court rejoindre le directeur et les 2 enfants atteints, mais il se fait tirer 2 fois dessus, lui aussi. Et mon Dieu. Ça tombe comme des mouches. Mm-hmm. Là, l'alarme de feu est déclenchée. Peut-être que c'est quelqu'un qui a voulu signaler l'état d'urgence. Parce que pendant tout ce temps-là, il y a des parents qui continuent à dropper leurs enfants à l'école. Ils ne savent pas qu'il y a des balles qui sont en train de se faire tirer. Mais ça empire la situation. Les enfants du primaire qui ont appris qu'en cas d'alarme de feu, il faut rester calme, sortir dehors et attendre les instructions d'un adulte. Oh non! Ben, ils se mettent à découvert. Et sont pas vraiment en état de panique, sont comme « Ah, OK, routine de test d'alarme de feu. » Ouais, c'est et on ça. n'entend plus les balles non plus. Tu sais, c'est vraiment, ça crée de la confusion. Mm-hmm. C'est la première, hein? C'est ça que tu disais? La première tuerie de masse dans une école médiatisée, genre? Ça peut... C'est peut-être pas la première, là, mais je pense que le mot avait été employé 1 ou 2 fois avant. Mais tu sais, c'est vraiment dans les débuts. Okay. Un peu comme Aileen Wuornos, on dit que c'est la première tueuse en série, mais non, en fait. Mais c'est ça. OK, je comprends. Fait que dans le fond, tout ça pour dire que, genre, maintenant, dans nos écoles, on voit la différence entre une alarme de feu, puis genre, on va tout dehors, et une autre genre d'alarme de comme, on ferme les classes, puis on se cache, mettons. C'est ça. Il n'y a aucun protocole mis en place. Non. C'est ça. OK. Hey, c'est paniquant. Mm-hmm. Christy Buell, 9 ans, sort dehors et se fait tirer dessus 2 fois. Une 3e balle se loge dans sa capuche de son manteau. En état de choc, la petite vomit sur son chandail Winnie the Pooh, taché de sang. Oh mon Dieu. C'est des enfants. Mm-hmm. Quelques instants plus tard, à 8h20, là, c'est peut-être 3 minutes qui se sont passées, même pas, Julie Robles, 10 ans, sort dehors pour voir ce qui se passe. Elle aperçoit son directeur d'école en train de se vider de son sang devant l'école. Une balle frôle son visage et fait tomber ses lunettes. Elle les ramasse et court se cacher à l'intérieur après. Oh boy. Elle a pas assez proche de recevoir une balle dans la tête, cette petite. Plusieurs parents continuent de déposer leurs enfants à l'école, comme si de rien n'était. Ils vont réaliser ce qui se déroule seulement à leur retour à la maison quand ils vont ouvrir la télé et entendre aux nouvelles qu'il y a des coups de feu qui sont tirés sur l'école de leurs enfants qui viennent d'aller dropper. Oh mon Dieu. Voyons donc, c'est On bien dit long. que quelqu'un tire sur la Grover Cleveland Elementary School et plusieurs enfants sont touchés. Même si les enseignants tentent de guider tous les enfants vers la sécurité des murs en béton de leur école, ceux qui se font encore dropper sur le terrain de l'école par leurs parents ont encore une fois aucune idée de ce qui est en train de se passer. Mais genre même malgré qu'il y a des gens qui sont couchés à terre dans l'entrée de l'école, comme. Mais tu sais, c'est gros une entrée d'école, il y a plein de monde. Ouais, j'avoue. Puis tu sais, des fois, tu peux laisser ton enfant au coin de rue, puis là, il marche 3 ou 4 pas, puis tu sais. Ouais. Parmi ces enfants-là qui continuent d'entrer dans le périmètre de l'école, il y a le petit Charles A. Miller III, que tout le monde appelle Cam. Il a 9 ans, et là, sa mère vient tout juste de le déposer, et il marche tranquillement vers l'école, tout bonnement,
et une balle lui traverse l'épaule, frôlant son cœur. Cam a très mal, il continue d'avancer. Il va voir son professeur qui l'attend dehors puis il lui dit « Je pense que je viens de me faire tirer dessus. » Et sacrément. Comme l'état de choc de tous ces enfants-là là, qui continuent d'avancer, vraiment le mécanisme d'autodéfense. Ils comprennent vraiment pas ce qui se passe. Là. Genre, système automatique qui embarque. Là. Le premier appel d'urgence depuis les lieux de la fusillade est passé à 8h25. Un officier de 28 ans, Robert Rubb, arrive sur les lieux, muni d'une trousse de premiers soins d'urgence. Il arrive dans le chaos d'un school shooting avec plein d'enfants touchés par balle, seul avec des band-aids et une veste par balle, genre. Puis, attends, juste pour être sûr là, que j'ai peut-être manqué un bout. Le premier arrivant, c'était à 8h25. Puis la première personne qui aurait été touchée par balle, on sait-tu c'était à quelle heure à peu près? C'est après 8h15. Là. Moi, je pense que c'est ça s'est 8h17, mettons. Tout ça est genre en 10 minutes. Ouais. Genre. OK. Là, on est en 79. Le 911 ne fonctionne pas exactement comme maintenant. Là. Il a beaucoup évolué depuis. C'était moins rapide. Puis ça prenait beaucoup de temps pour contacter les autres départements. Mettons, là, c'est la police qui sait qu'il y a un school shooting, mais là, s'il faut appeler les pompiers ou les ambulanciers, c'est pas automatisé, c'est beaucoup plus lent. Donc, tu sais, Robert Rubb, il arrive, il fait du mieux qu'il peut en attendant les autres, mais c'est pas juste que c'est désorganisé, ça pouvait pas être mieux comme système à ce moment-là. Ça fait vraiment penser au shooting du McDonald's de San Isidro. Genre, c'était ça. Le mot se passait pas entre les départements. Il y avait pas toute la même fréquence, là, je pense, de radio. Puis, il arrivait vraiment pas préparé pour ce qui s'en venait. Là. C'est ça. Mais pour l'époque, ça a quand même été rapide. OK. Robert Rubb court rejoindre les blessés dehors. Puis là, il échappe sa trousse de premiers soins. Quand il se penche pour la ramasser, il reçoit une balle sur le côté du cou qui atteint sa carotide et elle se loge dans sa 5e vertèbre. Mais là, ils viennent d'où les tirs? On peut-tu bien faire quelque chose par rapport à ça? Personne ne comprend ce qui se passe. Mais enfin, on se rend compte que les tirs proviennent de la maison juste en face de l'école. Quelqu'un est en train de tirer depuis sa fenêtre de salon sur l'école. Mon Dieu. Au 6356 Lake Alton Avenue. Un autre policier qui arrive, peu à peu, là, les secours arrivent, qui s'appelle Ted Kacinak, arrive sur les lieux dans le chaos et il a une brillante idée. Il réussit d'une manière quelconque à se munir d'un camion à ordures, puis il place devant la maison d'où proviennent les tirs, puis mon Dieu. Le camion agit comme bouclier de métal. Asti que c'est bon. Il a sûrement fait comme dans GTA, puis il a vu un camion de poubelle, puis il a dit « Toi, sors ». Il a fait triangle. Oui, j'ai la contrôle triangle. Ça, c'est pour sortir quelqu'un de leur auto. J'ai jamais joué. Tout ce que je sais, c'est genre Je vous ai vu jouer au cégep. C'est tout. Tous mes souvenirs. Mais bref, brillante idée. Puis enfin, après 36 coups de feu, en 15 minutes, le tireur se barricade dans la maison et les coups cessent. Rapidement, la SWAT arrive et l'équipe spéciale des homicides de San Diego prend en charge la situation. On vérifie qui habite cette maison-là, un homme nommé Wally Spencer. On confirme qu'il est à ce moment-là au travail, donc c'est pas lui qui est en train de tirer. On le confirme, là, il y a un alibi. Oui, okay. Il est au travail. Mon Dieu, j'ai déjà tellement de questions. On appelle son ex-femme, Dot, qui elle aussi est au travail. Il reste seulement leur fille de 16 ans, Brenda Spencer, qui serait peut-être à la maison. Mais là, c'est pas les détectives qui réussissent à contacter cette Brenda-là. C'est un journaliste du San Diego Evening Tribune qui s'appelle Frank Saldana. Lui, il a été plus futé que les policiers. Il écoutait depuis tantôt les correspondances de la police avec son scanner, puis il a réussi à avoir une longueur d'avance sur eux. Sans savoir tout de suite l'adresse de la maison du tireur, il a compris que les coups de feu venaient d'une des maisons en face. Fait qu'il a commencé à appeler chacune des résidences, une à une au hasard, en checkant le bottin, et à parler, voir si quelqu'un répond. Puis après ça, est-ce que vous entendez des coups de feu? Oui, parfait, OK, merci. Puis là, il note tout, puis là, il va faire un article avec ça. Damn. Pendant ce temps, au 6356 Lake Alton Avenue, ça sonne au téléphone. Brenda Spencer répond. Non. Frank lui pose des questions sur la situation, puis la jeune Brenda a dit « Ah oui, je vois toute la scène. Le tireur, c'est une fille de 16 ans. » Frank dit « Ah oui? Est-ce que tu sais les balles viennent de quelle maison? » Elle répond « 6356 Lake Alton Avenue. »
Silence. Oh mon Dieu. Frank il fait « Ben, c'est pas ton adresse, ça? » Brenda répond simplement « Ben oui, qu'est-ce que tu penses qu'il est en train de tirer? C'est moi? » Et elle raccroche. Frank vient de parler à la tireuse. Brenda Spencer, 16 ans. Je suis bouche bée. Voyons, ça va trop vite, là. Mm-hmm. Une petite fille de 16 ans. C'est moi. C'est ma maison. Qui tire? Une jeune fille de 16 ans. Elle est en train de se décrire à la troisième personne. Ouais. Ouf. Le tireur n'est pas un adolescent incel, un gars sataniste, un homme frustré qui tripe sur les guns ou le heavy metal, un homme en psychose, comme le voudraient les stéréotypes qu'on entend souvent. Mm-hmm. Une jeune fille. Pendant ce temps-là, la SWAT entoure le domicile. L'officier du SWAT, Jim McGinley, prend position en tant que tireur d'élite, en tant que sniper, sur le toit d'un voisin, son fusil pointé vers la porte arrière de la maison. Au cas où que le ou la tireur, eux, ils savent pas c'est qui encore à ce moment-là, s'enfuit par la porte arrière. Mm-hmm. L'officier du SWAT, Marty Dewitz, lui, pointe son fusil vers la porte d'entrée, depuis une salle de classe de l'école. Ils reçoivent tous le feu vert pour tuer le tireur s'ils en ont l'occasion. Kill on sight. Frank Saldana n'est pas certain de prendre, pendant ce temps-là, lui, il n'est pas certain de prendre Brenda au sérieux. Il rappelle au numéro et Brenda répond encore. Elle dit « Ah, j'ai juste commencé à tirer pour le fun. Ah, mon Dieu. Je visais personne en particulier, là, mais tu sais, j'aime bien les manteaux rouges et bleus, fait que je me suis concentrée sur ceux-là. » What the fuck? Elle aurait ensuite dit la phrase qui rendra cette affaire encore plus célèbre. « Aimes-tu ça, toi, les lundis? Moi, j'ai fait ça pour mettre du piquant dans ma journée. J'aime pas ça, les lundis. » Ben oui. Saldana l'écoute, puis il lui dit « Tu sais que t'as tiré sur au moins 4 personnes? » Brenda répond « C'est tout? J'ai vu beaucoup de plumes voler. Je pense que j'ai abattu aussi un good pig, un policier, et je veux en tirer d'autres. » Et elle raccroche à nouveau. Esprit que c'est paniquant. Qu'est-ce que c'est ça? Que j'ai déjà entendu la... I don't like Mondays? Ouais, I hate Mondays Murderer, là, je sais pas trop. Ouais. J'ai déjà entendu ça, mais je connais pas l'histoire. Ben, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Cette conversation n'a jamais été enregistrée. Elle est racontée par Frank Saldana lui-même. Est-ce vrai? Peut-être qu'il a paraphrasé, peut-être qu'il a inventé ça de toutes pièces pour être intéressant. C'est un journaliste après tout. Ouais. Mais c'est quand même précis à inventer. Oui. Brenda, elle, va dire plus tard qu'elle se rappelle pas ce qu'elle a dit à ce moment-là. Elle était dans un état second, tu sais. Fait que, bref, dans tous les cas, l'histoire d'aujourd'hui est connue comme étant le « I don't like Mondays ». Ouais. Plus tard, dans des entrevues et tout, elle va dire « J'ai-tu vraiment dit ça? Ah ouais, OK, show me the tapes. I want to hear it. » Ah, puis ça avait pas été enregistré Non. parce que, ben, c'est ça, c'est Ben, des oui-dire, là, c'est mais... ça. Fait que, tu sais, elle se rappelle pas du tout avoir dit ça. Fait qu'on peut jamais prouver si c'est vrai ou non. Mais quand même, là, si c'est pas une information que tu inventes, là, c'est comme on connaît ce cas-là avec ce nom-là, mais Ouais. sinon, pourquoi tu dirais ça? Pourquoi tu inventerais ça? Que la tueuse a dit « Moi, j'aime pas les lundis. » Ouais, c'est bizarre à inventer. Tu sais, ça aurait pu être genre pas cette information-là, mais moi, j'aime vraiment le bleu et le rouge. Puis là, ben, ça aurait été la tueuse aux couleurs préférées rouge et bleu. Non, mais tu sais, genre... Ouais, ça sonne précis. pas comme de quoi d'inventer, là. Ça sonne comme... Mais je tenais à le dire, tu sais, parce que Ouais. c'est pas prouvé. C'est bien. Là, après cette discussion-là vraiment intense au téléphone, Frank, notre journaliste, partage toutes ses notes à ses collègues du San Diego Tribune et ensuite transmet l'information à la police. Puis là, les enquêteurs sont genre, bruh, tout ce temps-là, tu parlais à la tireuse pendant que nous, on essaie d'appeler puis de contacter la personne à l'intérieur, puis la ligne était occupée parce que tu y jasais au téléphone, tu sais. Ouais, rendu là, c'est pas une grande aide. Là. Non, il aurait non. pu comme oublier son article de journal pour l'instant. Là. Mais en même temps, tu sais, props à lui d'avoir été plus rapide Oui. puis d'avoir eu un réflexe, tu sais, de téléphoner directement aux maisons au lieu d'appeler le travail des parents, tu sais. 100%. Mais comme travail d'équipe, rendu là. Ouais. Mais tu sais, il les a contactés juste après ses Ouais. amis journalistes. Ouais, c'est ça. Et là, pendant tout ce temps-là, en face de la maison de Brenda, ben, les paramédics arrivent à l'école primaire Cleveland. Le directeur, Burton Ragg,
meurt 35 minutes après son arrivée à l'hôpital, Oh. malheureusement. Le concierge, chouchou des enfants, Mr. Mike, est prononcé mort lui aussi à son arrivée à l'urgence. Mais, miraculeusement, tous les enfants survivent. Au moins, mon Dieu. Il y en a qui ont eu plusieurs balles dans le ventre. Ah, c'est fou, là, la petite fille qui se cachait, qui est peut-être allée comme direct aux toilettes pour nettoyer son chandail, genre. Mm-hmm. Le policier aussi, qui a eu une balle dans le cou, survit aussi. OK. Donc, le bilan est 2 morts. Il est environ 9h45 quand le négociateur Paul Olson arrive sur les lieux. Et là, son nom varie d'une source à l'autre. Mais je vais m'en tenir à Paul Olson. Mm-hmm. Olson s'installe dans la salle de bain d'un voisin de Brenda et installe comme une ligne téléphonique et tout, et essaie de rentrer en contact avec la jeune fille, qui est quand même barricadée chez elle avec minimalement un fusil chargé. Ouais. Et là, pendant ce temps-là, d'autres agents essaient de contacter les parents, et les parents sont d'aucune aide. Et déjà là, ça dresse un portrait de la situation de cette fille et de cette maison-là et tout. Là. On appelle la mère, Dot, pour lui annoncer « Votre fille est en train de tirer sur une école. Plusieurs enfants sont touchés. Rendez-vous sur les lieux. Peut-être que vous pourriez nous aider à entrer en contact avec elle. » Puis elle fait « Ah, mais je travaille, désolée, je peux pas. » Ben voyons donc. C'est quoi, elle les croit pas, là? Genre que... Je sais pas, mais elle s'en contrefiche. Impossible. Voyons donc. Hey, là, il y a des limites à tenir ta job à cœur, là. Non, là, genre... soit qu'elle y croit pas, soit qu'elle veut pas s'en mêler, puis parce qu'elle est au courant. Mm-hmm. C'est comme... Puis son père, Wally, il a l'air genre complètement incohérent. On lui demande les dimensions de la maison, le layout, pour aider l'équipe tactique si jamais il entre de force. Est-ce qu'il y a une pièce à gauche, une pièce à droite, elle pourrait se cacher où? T'sais, ils veulent comprendre à quoi ils ont affaire. Puis il est incapable de leur donner comme une réponse claire. Il a l'air complètement sénile. Ouais. Fait que là, aucune aide des parents. Détective Olson, le négociateur, réussit à isoler la ligne téléphonique pour que seulement lui puisse appeler à la résidence, pour pas que d'autres journalistes fins finaux fassent comme Frank Saltana. À 12h06, Brenda répond enfin au téléphone. Ça a commencé à 8h17 environ. Là. Mm-hmm. Plusieurs heures plus tard. Et Brenda, bien qu'elle répond, elle coopère pas vraiment. Là, elle dit au téléphone que la lunette de son fusil est déréglée, fait qu'elle peut pas tirer droit, mais elle veut pas se rendre non plus. Elle dit « Je m'amuse trop ». Hey boy. Elle prend plaisir à voir des enfants se faire tirer dessus en groupe. Puis ils sont pas capables d'entrer d'une façon quelconque? Ben, genre je en pense mode qu'ils veulent essayer tactique. de l'attraper en vie. Je comprends. Okay. Mais ils ont tout entouré la maison, fait que, tu sais, oui. Ils sont prêts à tirer. De là. Non, c'est ça. Elle dit au téléphone qu'elle boit et consomme de la drogue depuis plusieurs jours et que son père encourage sa consommation de stupéfiants depuis les 5 dernières années. Elle dit aussi qu'elle est pleine de munitions puis qu'en ce moment même, elle est en train de recharger son fusil. Plus tard, Brenda demande au négociateur « Si je tire sur l'équipe du SWAT, est-ce qu'ils vont me tirer dessus en retour? » Le négociateur lui assure que oui. L'équipe du SWAT va tirer sans hésiter, que eux, leurs lunettes de visée est parfaitement réglée et qu'ils sont bien meilleurs tireurs qu'elle. En voulant dire, t'es faite, là. Ouais, genre, tire pas. Non. Mettons. Et là, plusieurs personnes pensent que Brenda, en posant cette question-là, a songé à un suicide by cops. Donc, tu sais, de juste tirer ton fusil dans les airs puis te faire tirer dessus. Tu sais, des fois, des tueries finissent comme ça. Une piste, peut-être, qui était juste curieuse aussi. On ne sait pas. Olson, il a conservé toutes les notes des discussions qu'il y a eu avec Brenda cette journée-là. Dans ces notes, on peut voir que Brenda lui aurait raconté avoir tiré sur un lapin en l'arrière de la tête à une distance de 25 mètres une fois. Elle aurait aussi dit que les victimes de l'école ressemblaient à un troupeau de vaches parce qu'elles se rassemblaient autour des blessés. Fait qu'après ça, c'était facile de tirer dessus parce qu'ils venaient en tapant directement dans sa ligne de mire. Dès qu'un tombait, l'autre allait le voir, elle tirait. Le troisième allait le voir, elle tirait. Oh mon Dieu. Puis comme de fait, c'est ça qui est arrivé ou presque. Ben oui. Genre, 2 enfants sont tirés, le directeur va les voir, bang, le directeur tombe. Le concierge va les voir, bang, le concierge tombe. Le policier va les voir, bang. Brenda va finalement se rendre après 6 heures de négociation. Ce qui l'a convaincu? Un Whopper du Burger King. Pas vrai. Le négociateur lui a dit, oui, en sortant, on va t'acheter un bon Whopper. OK, mais quelle? Tu sais, il y a... Quelle Elle n'est histoire? pas dans la même réalité que nous en ce moment. Là. C'est très incohérent. Vraiment, là.
Mhm. Elle est ailleurs. Ça montre son état d'esprit. Là. Oui, c'est ça. Là. Elle n'a pas aucunement conscience de ce que nous, on a conscience en ce moment, de la gravité de la situation. Ça ni Elle, queue ni c'est tête. rien. Là. Elle s'amuse. Elle joue à un jeu vidéo, limite. Ouais. Puis là, elle a faim. Ouais, c'est ça. Et que ça me fait peur, sainte. Brenda sort de la maison avec son fusil enroulé dans un pull gris. Elle marche dans le driveway, dépose l'arme au sol, puis retourne dans la maison. Elle ressort tout de suite après avec toutes ses munitions. Elle les dépose par terre et les policiers l'arrêtent finalement. On a une photo d'elle en train de déposer l'arme au sol et tout. Ah, ouais. S'ensuit une célèbre photo de son arrestation. Brenda Spencer, une ado toute petite, elle a l'air de rien. Toute maigrichonne, pâle, blême. Elle a des grosses lunettes, là, années 70, un peu au vert teinté, là, genre semi-lunettes de soleil. Elle a un petit beanie noir puis des longs cheveux roux. Elle se fait escorter par des dizaines de policiers. Elle a juste l'air d'une petite tomboy, là. Ouais. C'est à glacer le sang. Son père est dehors, puis quand elle passe devant lui, elle l'envoie chier, puis elle continue à marcher. L'équipe tactique retrouve 200 munitions de plus dans la maison. Elle était équipée pour un carnage. Elle a tiré depuis la fenêtre de son salon 36 balles en direction de l'école primaire en face. Elle a touché 8 enfants et 3 adultes. Est-ce que la vitre... Est-ce que la fenêtre était ouverte ou fermée? Genre, est-ce que quand elle tirait, ça trouait la vitre, donc ça faisait du bruit? Ou... Peut-être la première balle, elle l'a faite à travers la fenêtre, fait qu'après ça, la fenêtre était cassée, puis elle a continué à tourner, là. Ah, peut-être. À tirer, mais j'avoue que sur les photos, je vois mal s'il y a, il y a une vitre ou non. Là. OK. Évidemment, les nouvelles sautent sur cette histoire. Tout le monde est choqué d'apprendre que le tireur est Brenda Spencer, 16 ans, une adolescente. C'est Et là, sûr. je vais ouvrir une parenthèse avant de revenir à notre histoire. Parce que je me suis interrogée sur pourquoi c'est toujours des gars. C'est quand je pense à des tueries de masse, qui sont même pas juste des tueries dans des écoles. Ouais. Il me semble que c'est tout le temps des gars. Puis là, j'étais genre, c'est-tu vrai? Et j'ai fait des petites recherches là-dessus. OK. Dans la base de données de Violence Project, 97,7% des individus identifiés comme des auteurs de fusillades publiques sont des hommes. 97,7%. Fait que, c'est quand même pas mal, là. Beaucoup. La majorité. Dans cette même base, pour 172 individus, l'âge varie de 11 à 70 ans, avec un âge moyen d'environ 34,1 ans. Et toujours selon The Violence Project, 52,3% des auteurs sont blancs. Donc, 53% des tireurs de fusillade sont des hommes blancs d'âge entre 11 et 70 ans. On peut aller plus précisément en parlant de fusillade dans les écoles. Selon le FBI, 94% des tireurs actifs dans des établissements scolaires sont masculins. Encore une fois, notre impression était bonne. Oui. Mais au moment de notre histoire, cette statistique-là n'existe pas. C'est une des premières tueries dans son genre. En 79, il n'y avait jamais vraiment eu de tuerie dans une école aux États-Unis répertoriée comme telle. Et là, si vous fouillez, les versions varient. Il y en avait une peut-être au Texas quelques années avant, puis il y en a même eu, je pense, une dans les années 1700 aussi. Ouais. Bref, ça dépend des sources. On peut interpréter ça aussi. Une tuerie dans une école peut être interprétée différemment. Comme là, ce cas-ci, il y en a qui disent que c'est une tuerie de masse, mais pas une tuerie scolaire parce qu'elle était chez elle, elle n'était pas dans l'école. Ouais. T'sais, on peut jouer sur les mots comme aussi. étudiante dans cette école-là parce qu'elle avait 16 ans. Elle n'est pas entrée dans l'école. C'était à l'extérieur. Elle tirait dehors. Ouais. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est une tuerie scolaire. Elle visait l'école. Oui, exact. Mais bon, on peut s'entendre pour dire que c'est relativement nouveau, du quasi jamais vu au moment où on se parle. Ouais. Plusieurs considèrent Brenda Spencer comme la mother of school shooting, dont les tueurs de Columbine seraient les héritiers, un peu. Hey, mon Dieu. Je trouve ça intéressant et terrorisant de voir à quel point c'est un moyen utilisé pratiquement seulement par les hommes, les tueries de masse. Les femmes y tuent aussi, là, je dis pas le contraire, mais les tueries de masse, les school shootings, pourquoi c'est toujours des gars? Les chercheurs s'entendent pour dire qu'il n'y a pas une seule cause, mais bien un ensemble de facteurs qui s'entrecroisent. Évidemment, c'est pas juste « les gars sont comme ça ». Non, exact. Et là, je vais vous expliquer un peu, petit côté un peu scientifique et tout, là, analytique, que je prends pour cet épisode. Oui.
D'abord, plusieurs études soulignent le rôle des normes sociales liées à la masculinité. Dans notre culture très occidentale, beaucoup d'hommes grandissent avec l'idée qu'ils doivent être forts, dominants, contrôlants et surtout pas vulnérables. Donc, un peu la masculinité toxique, là, qui est un mot plus courant de nos jours. Quand certains vivent du rejet, des traumatismes ou un sentiment d'impuissance, ben, ils peuvent interpréter cette perte de contrôle-là comme une attaque directe à leur identité. Comme les incels un peu. Si je suis pas capable d'être en couple, Ouais. si aucune femme veut de moi, qui suis-je? C'est une attaque sur ma personne. Ouais. Je suis incomplet comme homme Oui. et je veux défouler ma frustration. Tu sais, c'est vraiment un mauvais réflexe, mais tu sais, C'est comme ça que c'est c'est construit une train of depuis, thought. Ouais. C'est ça, c'est c'est le résultat d'une société, d'une culture C'est ça. complète. Là. C'est un réflexe, là, Ouais. on peut dire. Certaines recherches parlent de masculinité en crise ou de masculinité sous tension en ce moment, où l'usage de la violence devient une manière toxique de reprendre un sentiment de pouvoir. Et ça ne fait qu'augmenter. Les études montrent aussi que beaucoup d'auteurs de fusillades présentent des traumatismes sévères dans l'enfance, des expériences de violence ou des épisodes de détresse psychologique intense. Dans la même base de données, le Violence Project que j'ai beaucoup utilisé, un pourcentage significatif d'entre eux avaient vécu des abus ou des événements traumatiques. Et c'est pas surprenant. Là. C'est rarement quelqu'un qui sort de nulle part, qui a eu une vie parfaite, qui n'avait pas de troubles mentaux. Et aussi, le côté suicidabilité, donc l'envie de s'enlever la vie, revient aussi comme un facteur majeur. Plusieurs tireurs sont suicidaires avant l'attaque. Ouais. Et considère la fusillade comme une manière de mourir, de laisser sa trace dans l'histoire avant de disparaître, de se défouler une dernière fois. Leur dernier message, genre, Ouais. leurs dernières actions. Exact. Un autre élément important, le lien entre violence masculine et violence domestique. Une étude dans Injury Epidemiology montre que les tueries aux États-Unis, dans la majorité d'entre elles, sont liées de près ou de loin à des antécédents de violence conjugale. On parle de jalousie, de contrôle, d'ex-conjoints violents et de l'accès aux armes souvent présents dans ces dynamiques-là. Donc, souvent, un homme violent, un conjoint violent peut défouler sa rage ailleurs ensuite. Là, c'est pas juste des school shootings, je parle des tueries de masse en général. Ouais. Et là, ben, l'accès aux armes à feu joue un rôle central dans tout ça. Les hommes sont statistiquement beaucoup plus susceptibles de posséder des armes, de s'entraîner au tir et de s'identifier à cette culture-là de puissance, de défense personnelle, de « je protège mon foyer, je protège ma maison, je me protège ». Je protège ma famille, mes enfants. Ouais. Uh-huh. Je défends mon territoire. C'est ma job en tant qu'homme, protecteur. Ouais. Des chercheurs qui étudient la toxicité masculine associée à ces modèles-là masculins soulignent combien l'arme à feu devient parfois un prolongement symbolique du pouvoir et de la domination. Ouais. C'est comme un symbole, le gun. Finalement, plusieurs spécialistes rappellent que le phénomène a longtemps été étudié sans véritable analyse de genre. On se concentrait sur la santé mentale, les motivations personnelles, les armes, mais on se posait pas une question plus loin de pourquoi c'est juste des gars. Il doit y avoir un problème dans la manière qu'on éduque nos hommes. Ouais. Si c'est 97,7% des hommes qui... Ça parle, là. C'est Oui. un chiffre qui parle. Quand même. Exact. Ouais. Des analystes comme ceux de Peace Research Institute Oslo insistent que appliquer un regard sociologique et genré ne sert pas à stigmatiser tous les hommes, genre tous les hommes vont finir par faire des tueries, mais à comprendre les dynamiques sociales qui conduisent certains d'entre eux vers la violence extrême. Ben oui, 100%. Parce que si on prend juste les hommes dans le même bassin, c'est pas le même chiffre. Là. On Ben parle non. pas de genre C'est pas tous les hommes. 97,7% des hommes Ben qui non. font des tueries. 100%. Ben non. Fait qu'il y a bien des hommes qui en font pas. Donc, la majorité des hommes en font pas et Exact. virent de manière super belle. Donc, pourquoi on n'est pas capable que ce soit tous les hommes qui virent de manière super... Qu'est-ce Uh-huh. qui cloche? Exact. Il y a quelque Pas le chose de plus problème. loin, là. Oui, c'est ça. En bref, si les tueries sont majoritairement commises par des hommes, c'est pas juste parce que les hommes sont naturellement violents, mais parce qu'ils évoluent dans des structures sociales qui valorisent certains comportements, qui étouffent l'expression émotionnelle, banalisent la violence masculine et leur donnent un accès plus direct aux moyens létaux comme les armes à feu. Ouais. C'est un mélange complexe de socialisation, de trauma, de culture et d'opportunités. Mhm. Bien sûr, ces réflexions-là et questionnements sociaux très intéressants et pertinents,
n'était pas vraiment posée en 1979. Donc là, ce qui rend notre histoire intéressante, c'est notre tireuse, une jeune fille de 16 ans qui ne correspond pas du tout à ces stigmas-là, à ces cultures de masculinité toxique. Qui ont été évaluées plus tard. Donc, Exact. Mhm. pourquoi? Et là, j'ai concentré beaucoup sur son histoire, sur son personnage à elle, contrairement à d'autres histoires de tireurs de masse, parce que je trouve que ça peut être significatif qu'elle a de l'air un peu d'une victime, pas dans le sens victime, genre pauvrelle, patati patata, mais victime de son environnement. OK. Et de la manière qu'elle est arrivée au monde. Et tu sais, je dis pas que tout le monde qui vit ce qu'elle a vécu vont virer comme elle, mais ça peut nous faire réfléchir à est-ce que ça aurait pu être évité? Est-ce que ces éléments-là qu'elle a vécu arrivent plus souvent aux hommes et que c'est à ces hommes-là, après ça, qui finissent par être des tireurs? Tu sais, c'est des questions que je pose dans l'univers. L'exception à la règle, genre? Qu'elle aurait que des femmes qui vivent ce qu'elle a vécu, normalement, ils se tourneraient pas vers ce moyen-là. Ouais. Mais que elle, oui. Bref, je fais juste comme... on se questionne, on jase, on s'intéresse au sujet, mais j'ai pas nécessairement de réponse. Non, c'est sûr. Mais c'est le vibe qu'on adopte pour cet épisode d'aujourd'hui. Je comprends. Donc là, on retourne à notre histoire, qui se démarque des autres tueries par son auteur, une jeune fille de 16 ans. Qui est Brenda Spencer et pourquoi, un lundi matin, a-t-elle décidé de tirer sur les enfants qui rentraient à l'école devant chez elle? Brenda Ann Spencer est née le 3 avril 1962 de ses parents Dorothy Nadine, Dot qu'on appelle, et Wallace Edward Spencer, Wally. Elle est la plus jeune de 3 enfants. Elle a un frère, Scott, et une sœur, Teresa. Elle est toute petite, elle mesure 5 pieds 2, toute maigre, toute frêle, et elle a des cheveux roux très vifs. Là, par contre, on a affaire à des gens pas fiables du tout. Autant Brenda elle-même, qui a de l'air d'aimer dire des révélations choc et mentir pour être intéressante, surtout à son jeune âge, avait de l'air d'être une enfant un peu de même. On en a toutes connu, là, des enfants menteurs un peu. Oui, ben depuis le début là, de l'histoire, on dirait juste qu'elle s'amuse. Genre, tu l'as nommé, là, mais elle a du fun. C'est pas genre, c'est pas précis. Ça a pas l'air d'être comme suivi d'étape à l'autre, d'une étape à l'autre. Ça a l'air d'être amusement. Oui, c'est très immature aussi, là. Oui. T'sais, elle a 16 ans, elle a de l'air d'en avoir 12 des fois, de la manière qu'elle parle, puis de la manière qu'elle est inconsciente de ce qui se passe, puis à quel point c'est grave ce qu'elle a commis. C'est imprévisible. Oui, vraiment. Elle est imprévisible. Et là, il y a aussi ses parents qui sont complètement sketch. Là, on se rappelle juste leur réaction pendant les événements. Là. Non, et de pas vouloir collaborer. Là. Ouais, genre, désolée, je travaille. Voyons. Genre, what the hell? Dans un documentaire que j'ai écouté, Dot présente sa fille comme une enfant normale, bien élevée, qui n'a jamais eu de problème avant cette journée fatidique. Et là, gros red flag parce que c'est complètement faux. Ça va pas prendre la tête à Papineau pour enquêter moindrement puis réaliser que c'est pas ça du tout la vie de cet enfant-là. Fait que pourquoi tu mens? D'ailleurs, ça doit être difficile pour Dot de bien décrire sa fille parce qu'elle la voyait presque jamais depuis qu'elle avait divorcé de son mari Wally, le père de Brenda, quand Brenda avait seulement 9 ans. Fait que là, après ça, de dire qu'elle a eu une enfance bien normale, ben t'étais même pas là. Et c'est un détail que Dot omet de dire dans les interviews. En 1972, Dot, elle a découvert que Wally la trompait avec plusieurs femmes différentes, donc elle lui a demandé le divorce. Elle a quitté la maison et elle a laissé Brenda et ses 2 autres enfants vivre dans la pauvreté avec son père sans vraiment donner de nouvelles. Elle dit comme excuse, parce que les documentaristes la confrontent sur le sujet, elle dit « La cour a donné la garde au père parce que Wally a convaincu les 2 plus vieux de dire au procès qu'ils voulaient rester avec lui. Fait que j'ai juste pas eu la garde des enfants, fait que je suis partie. » Mais quand même, genre de vraiment disparaître de la carte, étrange. Et pourquoi les enfants voulaient rester avec le père? Tu sais, y a-tu de raison à pas pousser plus loin? Tu sais, elle reste très vague. Et elle a l'air de vouloir beaucoup se déculpabiliser dans tout ça. Oui. Ben moi, ce que j'entends, là, c'est qu'elle a l'air d'avoir des regrets ou quelque chose. Ouais. Elle n'est pas fière. Et genre, c'est pas moi qui ai mal élevé ma fille, et je me retire de tout ça. Oui. J'ai rien à voir là-dedans. Brenda grandit donc avec son père. Elle dort sur un matelas simple qu'elle partage avec lui, entourée de bouteilles d'alcool au sol. Eh boy.
Brenda accuse sa mère de négligence totale à son égard et son père d'attouchement sexuel. Et les deux nient complètement ces allégations-là. Brenda veut en parler toute sa vie et les deux parents vont jamais avouer quoi que ce soit. Brenda raconte que le meilleur moment de sa vie, c'était quand elle passait l'été en Arkansas chez sa tante et son oncle. Elle dit que c'était juste à ce moment-là qu'elle pouvait vraiment être une enfant au lieu de s'élever toute seule chez son père. Hey, Seigneur. Elle pouvait jouer dehors, faire des jeux imaginaires dans la forêt. Ouais. Mais Ben, elle était pas avec sa famille. c'est ça. Fait intéressant et non négligeable qui a été découvert au poste de police après l'arrestation de Brenda, c'est qu'elle souffre d'une blessure crânienne quelconque. Désolée, j'avais un petit chat dans la gorge. À 14 ans, elle a subi un grave accident de vélo et elle s'est cognée la tête sur un poteau de signalisation au point de perdre connaissance. Donc, un accident grave. Mhm. Et on entend ça souvent dans les cas de tueurs en série, psychopathes, sociopathes, ou en tout cas des gens avec un certain trouble qui ont fini en gestes violents, des traumatismes crâniens durant l'enfance. Fred West, notamment. Semble-t-il que depuis cet accident-là, Brenda a eu un gros changement de personnalité. À 14 ans, après cet accident-là, elle a vraiment changé. Elle était plus recluse, plus space, vraiment. Tu sais, elle a peut-être subi une grosse commotion cérébrale là, Ouais. qui n'a pas vraiment été traitée. Qui a comme peut-être tué quelque chose dans son cerveau, genre éteint une Parce certaine qu'ils capacité. Ils ont vu une anomalie dans son cerveau. Je comprends. Brenda, elle a un certain talent pour la photographie. Elle a déjà même gagné un concours. Mais à part de ça, elle puis l'école, ça fait 18. Elle a déjà été expulsée de son école après avoir trop loafé les cours. Elle dormait souvent en classe. Les profs s'interrogeaient souvent, est-ce qu'elle est en train de dormir en ce moment? Tu sais, après une commotion cérébrale, tu t'endors, t'es comme... En tout cas, à son expulsion, la direction a averti les parents que Brenda semblait avoir des pensées suicidaires. Hey boy. Elle fréquentait, au moment de l'histoire, une école alternative pour étudiants rebelles. Et cette école-là aussi a remarqué qu'elle semblait avoir des pensées suicidaires. Aussi, l'année avant la fusillade, Brenda s'est introduite par effraction dans l'école primaire Cleveland. Et elle a vandalisé le bâtiment, elle a brisé des fenêtres et des extincteurs. 1 an avant. Ouf. Elle a même été arrêtée pour ça et elle a subi une évaluation psychiatrique. Résultat, les professionnels recommandent à Brenda d'être internée pour dépression majeure. Évidemment, son père Wally, ben non, elle est bien correcte, ma fille. Ben c'est ça, c'est une enfant laissée à elle-même, fait qu'elle a pas vraiment d'encadrement, là, je veux dire. À Noël 78, donc juste avant la fusillade qui a eu lieu en janvier 79, il lui donne une arme à feu en cadeau de Noël. Tabarnane! Un fusil semi-automatique 10-22 de calibre .22 avec lunettes télescopiques et 500 cartouches. 500 cartouches. Brenda dira plus tard, « J'ai demandé une radio à Noël, j'ai reçu un gun. Mon père m'a donné le fusil pour que je me tire dans la tête. » Il venait d'apprendre, votre fille a des problèmes suicidaires. Il lui donne un gun à Noël. Et c'est ce gun-là qu'elle va utiliser pour la fusillade 1 mois après. Hey, genre, tout était aligné. C'est terrible, c'est trash, On là. a la recette Genre... exacte de... Ouais. C'est aidez-vous, là. Je veux dire, c'est pas qu'il mérite ce qui est arrivé du tout, là, mais je veux dire, tout est là, tout se place. Comme tu as dit, là, c'est la recette parfaite pour un désastre, là. Ben oui. Puis ça aurait pu être un désastre de « elle s'est enlevée la vie ». Je veux dire, ça aurait été très triste, très tragique comme fin à cette histoire. Ouais. Mais je veux dire, c'était un enfant en détresse qui s'est fait donner un gun, là. Ouais. Brenda raconte qu'elle passe ses journées avec son ami Brent Fleming, qui a 3 ans de moins qu'elle. Et elle passe ses journées à prendre la drogue et faire du shoplifting, donc des petits vols. On a parlé à la mère de cette amie-là et elle dit « Ah, Brenda, c'était vraiment une mauvaise influence sur mon fils. » Puis elle inventait tout le temps plein d'affaires. Elle mentait pour se rendre intelligente, intéressante. J'aimais pas ça que mon fils traîne avec parce que mon fils était un petit garçon tranquille puis je savais qu'il faisait des mauvais coups avec elle. Puis c'est quand même un peu red flag qu'elle se tienne avec quelqu'un de 3 plus jeune. ans plus jeune. Ouais. 16 puis 13 ans, c'est pas pareil Tout le temps que un peu louche. 23 puis 26, là. Non, c'est ça.
Brent, bien qu'il a que 13 ans, confirme qu'il était souvent high avec Brenda et qu'ensemble, ils parlaient en joke de tuer des policiers, mais que c'était comme juste pour dire des affaires sensationnalistes, comme quand t'es jeune, tu dis des gros mots puis t'es comme « ouh là là », mais dis jamais, je pensais qu'on allait passer à l'acte. Là, on aimait juste ça, dire des choses interdites. Je comprends. Donc là, après tout ce que je te dis, de dire que Brenda, c'était une petite fille normale, bien élevée, tranquille, jusqu'au jour fatidique, comme le dit Dot, ben... niaise-moi. C'est complètement faux. Mm-hmm. Et ça semble une manière de Dot de se déculpabiliser de tout ça. Dans un documentaire, Dot dit même que c'est Wally le vrai coupable parce que c'est lui qui lui a offert un gun à Noël. Puis que c'est ce gun-là qui a été utilisé comme arme du crime. Elle met ça tout sur la faute de Wally. Oui, elle se déculpabilise beaucoup. Voilà. Mais je pense que c'est comme l'ensemble de l'œuvre, là. Je veux dire, tu fais partie de l'équation quand même. Ben oui. Après son arrestation, Brenda parle aux policiers et c'est difficile de démystifier le vrai du faux. Mais une chose est sûre, elle a été élevée dans un milieu défavorisé, négligent, dur et solitaire. Elle souffre probablement de dépression, si ce n'est pas plus. Mm-hmm. Clairement, il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Ouais. Et il y a peut-être eu de l'abus aussi dans son enfance. La police lui fait passer une prise de sang et les résultats disent aucune substance a été trouvée dans son sang. Donc là, quand elle a dit qu'elle prenait plein de drogues et qu'elle buvait beaucoup, elle avait dit ça au téléphone, mais là, selon les résultats, elle est complètement sobre. Ça prendra pas beaucoup de temps que Brenda est formellement accusée de 2 chefs d'accusation de meurtre, 9 chefs d'accusation de tentative de meurtre et attaque à main armée. On fait subir des évaluations psychiatriques à Brenda et elle est jugée apte à subir un procès. Le processus judiciaire est très compliqué. On calcule que 96% de la population de San Diego a lu à propos du cas dans les journaux. Fait que là, pas évident de trouver un jury impartial. Elle a été la une des journaux de Girl School Shooter, Young Teenage Girl Kills 2 People. Tu sais, vraiment, là, sa face avec les grosses lunettes de soleil là, est partout dans les journaux. Mm-hmm. On déplace donc le procès à Orange County. Son premier avocat a même démissionné après avoir reçu des menaces de mort. Parce qu'il la défendait. Ouais. Elle est finalement représentée par maître Martin McGlynn, qui est un très bon avocat. Il défend que Brenda doit être jugée à la cour juvénile. Elle n'a que 16 ans. Mm-hmm. Étant mineure, si Brenda est jugée comme une enfant, sa sentence peut au maximum être de 7 ans de prison. Il cite 2 rapports psychiatriques disant qu'elle est une enfant malade, perturbée, et les rapports soulignent aussi qu'elle montre des caractéristiques schizophréniques et psychotiques. Maître McGlynn dit que son allure fragile et petite la rend une proie facile pour les abus physiques et sexuels en prison. C'est sûr. Elle n'a pas la carrure à être mise dans l'aile commune d'une prison pour femmes qui ont tué 18 personnes. À sécurité maximale pendant 25 ans. Ouais. Elle risque de juste devenir comme une pire personne. Uh-huh. Il dit... Non, ça, je comprends full. Il est possible pour elle de la réhabiliter. Il y a de l'espoir pour cette jeune fille-là si on la place en détention juvénile. Elle est encore jeune. C'est pas ou dans un peine hôpital, perdue encore. Elle est malade, clairement. Exactement. Elle n'est pas là. Elle n'est pas présente. Mm-hmm. Clairement, lui, il est dans une vision de réhabilitation. Je comprends. Il dit pas « elle est innocente ». Il dit comme « peut-on essayer de la guérir ou de lui donner l'encadrement qu'elle a besoin ». Oui. Non, 100%. Puis c'est bien qu'il y ait des gens quand même qui font ce travail-là. Je veux dire, on les blâme souvent, là, les avocats qui défendent des criminels, mais dans des cas comme celui-là, tu sais, il y a vraiment place à... Ça reste une enfant, là, elle a 16 ans encore, puis sa vie n'est pas terminée. Là. Réfléchissons à où est-ce qu'on la place pour pas que ça dégénère plus. Exactement. Ouais. Mais il faut pas non plus faire comme trop souvent, puis... juste lui donner 7 ans de détention juvénile, elle ressort, elle n'a pas changé et elle veut continuer à tirer sur des enfants. Là. Je veux dire, si on lui donne une deuxième chance, ben, il faut faire un travail. Il ne faut pas juste dire « Ah, on te remet en liberté, puis merci, bonsoir. » On entend souvent ça des récidivistes. Là. Ben oui, 100%. Non, c'est touché. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle pas, genre, mettons, essayer d'étrangler quelqu'un puis ça n'a pas marché, là. Elle tirait sur des enfants de 7 ans. Puis elle avait du plaisir. Oui. Puis
Puis elle est connue pour être une menteuse. Fait que, tu sais, tout est touché, là. On est comme... À quel point il faut croire tout ce qu'elle dit, là, c'est vraiment difficile. C'est ça. Maître Meglin a tout essayé, mais on décide de la juger en tant qu'adulte. Brenda veut plaider non coupable pour cause de troubles mentaux. On offre un accord de plaidoyer, un deal à Brenda. Si elle plaide coupable, on veut enlever la peine de mort de la table et elle va obtenir une sentence de prison à vie avec un minimum de 25 ans. OK. Son avocat lui conseille d'accepter ce deal. Il est convaincu que la cause d'insanité mentale va pas fonctionner. Brenda accepte et elle plaide coupable à 2 chefs d'accusation de meurtre et attaque à main armée. On enlève les charges de tentative de meurtre sur les enfants et le policier. OK. Le 4 avril 1980, au lendemain de son 18e anniversaire, Brenda Spencer est condamnée à une peine cumulative de 25 ans à perpétuité. Vu qu'elle a plaidé coupable, il n'y a pas de procès, pas de témoignage. Donc, on n'aura jamais accès à sa version des faits devant un juge. C'est une version officielle des événements. Oh, shit. C'est comme... Il y a un aura mystérieux qui va planer autour de... Puis c'est de rapide, tout ça, là. Vraiment. C'est très rapide Mm-hmm. pour quelque chose qui me semble extrêmement complexe. Oui. Mais bon, en même temps, qu'est-ce qu'elle aurait dit au procès d'intéressant qui ne serait pas remis en question, qui n'aurait pas juste essayé de la déculpabiliser? Tu sais, je veux dire, elle est connue pour mentir. En même temps, on est peut-être mieux de s'en tenir aux faits que de commencer à vraiment trouver un autre coupable qu'elle. Là. Ouais. Au final, rien ne va expliquer pourquoi un lundi matin, elle a décidé de tirer sur des enfants. Brenda, elle va être incarcérée dans un centre de détention juvénile depuis son arrestation. Donc, même pendant les procédures judiciaires, elle est dans un centre jeunesse. Et éventuellement, sûrement à ses 21 ans, elle va être transférée dans une prison. Là-bas, elle est diagnostiquée comme épileptique. Et un type assez spécifique d'épilepsie nommé crise psychomotrice qui touche le lobe temporal et qui est la seule forme d'épilepsie associée à un comportement violent. OK. Fait intéressant. Genre, dans le sens que si, mettons, une certaine partie de son cerveau s'active lors de violences quelconques, de crises de colère, c'est là qu'elle ferait comme des crises d'épilepsie? C'est ça que ça veut dire? Ben, j'ai l'impression que ça affecte une partie de ton cerveau qui est sensible au comportement violent. Fait que c'est pas nécessairement que en crise d'épilepsie, tu vas commencer à tirer du gun, là, mais Non. cette zone de son cerveau est fragile. OK. Mm-hmm. Comme les gens qui souffrent de ce type d'épilepsie-là ont tendance à être des gens violents. C'est comme une corrélation qui a été prouvée. Genre, c'est la même partie du cerveau qui est affectée, mettons. Et qui crée ça. Mm-hmm. Et plein d'autres symptômes, j'imagine. Là. Mais ouais, OK. Elle dort toujours dans le lit du bas des lits à 2 étages parce que quand elle fait des crises d'épilepsie dans son sommeil, elle tombe souvent en bas du lit. C'est quand même intense. OK. Son avocat, Maître Meglin, il lâche pas le morceau, même après le verdict. Il utilise ce diagnostic pour montrer comment l'incarcération de Brenda est injuste. À cause de son traumatisme crânien à 14 ans, son épilepsie, son cerveau a des anomalies. Ça a été prouvé par des tests médicaux et tout, mais ces tentatives mènent à rien. Les gens veulent rien savoir, ça reste une tireuse d'enfants. Mm-hmm. Merci, bonsoir. En détention juvénile, Brenda est souvent visitée par son père Wally. Et ça pique la curiosité de tout le monde. Vraiment, ils veulent la voir souvent. Là. Je vais le dire plus tard, là, mais je pense que chaque semaine, il la visite en prison. Étrange pour quelqu'un qui se crisse de sa fille. Mm-hmm. Brenda, elle semble détester son père, là. Mm-hmm. Mais c'est la seule personne qui lui rend visite. Et là, c'est vraiment perturbant. Quand j'ai fait mes recherches, là, l'histoire prend une autre tournure à ce moment-ci. Ah. C'est perturbant, mais d'une manière ou d'une autre, Wally rencontre une autre prisonnière durant ses visites du centre de détention juvénile. Arc. Une jeune fille de 17 ans nommée Sheila McCoy. Il commence à s'attacher à Sheila au point de faire 5 heures de route pour aller la visiter au centre de détention, même après que Brenda a été transférée ailleurs. Il continue d'aller voir une autre inmate. Arc, mais est-ce qu'il l'aurait rencontrée Je sais pas comment. Avant?
Non, En allant visiter oui. sa fille, il a comme rencontré une autre jeune. Oui, genre, il l'a vu à travers la clôture, aucune idée. Mais il l'a vu, puis... Ouais, ça en dit long sur le bonhomme, là. Ça nous amène à se douter que les allégations de Brenda à propos de son père sont peut-être vraies. Ben oui. Là, c'est fou. OK? Avant la sentence de Brenda en 79, quand elle était en détention en attendant son procès, là, Sheila McCoy a été libérée pour aller vivre dans une maison de transition, comme elle a fini sa sentence, elle. OK. Mais elle a fui le Halfway House, la maison de transition, dans une vanne conduite par Wally Spencer. Elle a 17 ans et lui 50. Il la cache chez lui, au 6356 Lake Alton Avenue, la même maison de la fusillade. Pendant que sa fille est en attente de son procès pour une fusillade commise depuis le salon. Ah, c'est que c'est bizarre tout ça. En 1979 toujours, la même année, Sheila tombe enceinte de Wally. Arc. Les deux vont se marier rapidement en Arizona et 9 mois plus tard, Sheila accouche d'une petite fille, Brianne Spencer. Tout ça, genre, dans les 9 mois après la fusillade. Là. J'ai pas de mots. Et j'ai pas trouvé de photo de Sheila, mais les gens disent qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Brenda. Au point que les gens, en voyant Wally avec Sheila, ils disaient « Hey, Brenda a été libérée », puis ils appelaient la police pour dire « Je sais pas si Brenda s'est échappée du centre de détention, mais je viens de la voir chez elle avec son père. » Mais non, c'était une autre fille rousse, mettons. De 17-18 ans. Ça en dit long en esti, là, s'il s'est marié avec puis qu'il y a eu un enfant avec. Imagine les gens qui se disaient « Voyons, y a-tu comme un enfant avec sa fille? » C'est décalissant, c'est dégueulasse. Puis je suis comme, pourquoi ils l'ont laissé faire? Dans le documentaire, les documentaristes parlent à un détective, un officier de police. Ouais. Puis il aborde ce sujet-là, puis il dit « Ouais, en effet, c'était étrange. » Mais je suis comme « Allô, c'est un pédophile, tout le monde. » Et là, petit trou dans l'histoire, là, mais disons que l'évasion de Sheila du Halfway House a comme pas eu trop de suivi, là, assez... Elle a closé ce dossier-là, je sais pas trop comment, là, mais ils l'ont pas arrêté ou quoi que ce soit. OK. Et Sheila et Wally, ils continuent de visiter Brenda en prison en tant que couple. Sheila, la belle-mère de Brenda, est plus jeune qu'elle. C'est dégueulasse. Est-ce que, mettons, là, Brenda était d'accord que son père vienne la visiter? T'as-tu le droit en tant que prisonnier? OK. Elle acceptait les visites. C'est ça, t'as le droit genre de refuser les visites. Donc, c'était consentant qu'elle accepte que son père vienne la voir encore en prison. Peut-être parce que c'était la seule personne, mais... J'y reviens plus tard, mais ça l'a joué contre elle, ça. D'être genre, si tu l'accuses d'avoir abusé sexuellement de toi, pourquoi tu veux continuer à le voir? Puis tu sais, on lui a demandé la question, si t'es libérée un jour, veux-tu garder ton père dans ta vie? Puis elle a dit oui. Étrange. Mais en même temps... Elle a le droit. Oui, puis elle est peut-être complètement fuckée de toute la vie qu'elle a vécue. Fait que peut-être qu'elle n'a pas le choix. Là. Et comme j'ai tellement peur de mon père, c'est sûr qu'il faut qu'il soit dans ma vie. Ou genre, peut-être qu'elle l'aime. C'est ça, je veux dire, faut pas l'espèce de baser sa réponse. Non. Tu sais, faut pas se faire une opinion là-dessus que comme, clairement, elle a menti. Tu sais, je veux dire... là, elle est tellement brisée, cet enfant-là, malheureusement. Puis comme, si c'est sa seule famille, entre guillemets, ou la seule personne qu'elle a dans sa vie, dans le sens qu'on peut pas comprendre. Oui. Mais c'est complètement dégueulasse. Vraiment, là. Une fille qui avait la même âge, parce qu'elle a eu 18 ans comme au courant de toute l'affaire, mais donc elle avait 17 ans, la même âge que Sheila, genre. Oui. Il y avait à peu près la même âge. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mais ils n'ont pas vécu une petite vie de famille parfaite longtemps, Sheila puis Wally. Sûrement pas, là. Semble-t-il qu'il y avait beaucoup de violence dans le foyer domestique et on peut comprendre, hein? Ils se sont mariés quand elle avait 17 et lui 50. Désolée, mais c'est sûr que ça allait mal finir. Genre... Oui, ça part mal. Là. Ça part vraiment dysfonctionnel. Ça peut part pas aller bien. De manière illégale, on dirait dans ma tête. Je sais pas, peut-être que l'âge minimal, c'est 17. Là. Je sais pas, pour se marier, là, je sais pas, mais... Je pense pas. What the hell? Je pense que c'est assez clair que ça fait très majeur-mineur. Sheila finit par fuir Wally, laissant sa fille Brianne derrière. Oh non! Même chose qu'avec Dot. Il y a de l'air tellement terrible que les femmes, ils s'enfuient
sans amener leurs enfants, là. Leurs enfants filles. Mhm. Donc, ça se répète. Oui, elle laisse avec un père Arc. pédo, là, et peut-être incestueux, là, on le sait pas. Des documentaristes ont rencontré Brianne, la demi-sœur de Brenda, autour des années 2000. Elle vit chez son père Wally, à ce moment-là de l'histoire, à la même adresse encore, la même adresse de la fusillade. Ça a l'air qu'elle étudie en sociologie, elle a l'air bien fine, de bonne humeur. Elle n'a pas voulu participer au documentaire, mais les documentaristes disent ça. Mais tu sais... Je suis comme pas capable, avec ce que tu viens de dire, de m'empêcher de penser aux enfants qui ont dû continuer à aller à l'école le lendemain de tout ça, sachant très bien que c'est le même propriétaire de la maison direct en face, puis comment leur vie a dû être complètement chamboulée à tout jamais en perdant leur directeur et leur concierge. Mm-hmm. Quand tu es au primaire, tu connais très bien ton directeur ou ta directrice, puis Ben ton oui, concierge, viens c'est toujours des te visiter, figures oui. adultes qui sont là en mode genre t'es pas avec tes parents pendant la journée, c'est ces adultes-là qui s'occupent de toi. Puis là, eux, bouleversant, là. Mm-hmm. Cette école-là qui a sûrement dû continuer malgré le fait qu'ils ont perdu un directeur, un concierge, puis que les enfants étaient traumatisés. Que le gars vivait, le père, il vivait de la tueuse, il vivait encore en face de l'école. Le père qui a acheté le fusil qui était l'arme du crime. Oui. Mm-hmm. Il a acheté les balles qui ont tué ces gens, Mm-hmm. puis il habite encore en face. Et ça me fait freak bien raide. Et le père, là, il a la présence d'esprit d'un poivron cuit. Je veux dire, il a de l'air tellement sénile, là. Genre, désolé, là. Il a de l'air d'un vieux... Genre, dans le documentaire, là... Genre, il peut pas dire des mots, il a l'air tellement d'un vape. Il est creepy. Puis je suis comme... Imagine, là, en plus, là, pendant toute cette période-là, il fréquentait la petite Sheila qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la tueuse. Fait qu'imagine les voisins qui voyaient probablement ça aller, là, genre... Qui le voyaient accompagné d'une fille qui est comme identique à sa fille, mais qui les voit, genre, s'embrasser, whatever. Ça me... Non. Ouais, j'ai anguille sur roche ici, là, Wally, il est sketch en tabarnak. En prison, Brenda a de l'air d'un peu reprendre sa vie en main, à graduer du secondaire, et elle devient amie avec 2 filles prisonnières, ex-membres de la Manson Family. Non. Et Brenda aurait pu rejoindre la Manson Family. Tu check la face 2 secondes, elle a de l'air de faire partie de cette gang de hippies-là, avec ses longs cheveux roux, les lunettes, comme... T'as-tu les noms des 2 filles de la Manson? Il faudrait que je trouve. Mais ouais. Stand by, on va en parler un jour. Oui, un cas qui a crié Hochette Gonnet depuis jour 1. Jour 1. Toujours pas fait. Un jour. En prison, Brenda participe à plein d'entrevues de documentaires de ci, de ça. Là, je veux dire, elle parle beaucoup. Et elle dit notamment qu'elle était sous les effets du PCP et autres drogues dans les jours précédant la fusillade. Elle dit qu'elle souffrait d'hallucinations et qu'elle ne devrait pas être considérée comme une meurtrière de sang-froid. Elle refait faire une analyse indépendante de ses prises de sang prélevées le jour de la tuerie. Et cette fois, les résultats sont différents. Hein? Le rapport toxicologique montre qu'elle avait presque un niveau fatal de toxines dans son système. Puis ça n'a pas été vu au moment des premiers tests? Le rapport de la police dit qu'elle était sobre. Puis c'était pas genre... C'était pas pertinent pour eux de mentir sur ces tests-là. Là. Ça veut juste dire peut-être qu'ils n'ont pas bien été faits, malheureusement. Je sais pas. Je sais pas. Elle dit aussi que c'est normal si le PCP sortait pas dans les rapports de l'époque parce qu'un test de dépistage du PCP n'existait pas encore dans le temps. Ah ben. C'est étrange, mais une chose est claire, un des 2 rapports est erroné. OK. Ou falsifié. Oui. Mais là, on va pas crier au complot. Mais tu sais, elle l'a fait faire où, son rapport? Est-ce qu'elle veut... Elle invente tout ça? T'sais, moi, je l'ai pas trouvé en ligne, là, ce rapport-là. Dans tous les cas, qu'elle soit sur une drogue ou pas, elle était pas présente d'esprit au moment des faits. Que ce soit genre altérée par une substance ou juste altérée par des traumas, elle n'était pas présente mentalement. Ça l'allait pas du tout. Et qu'elle ait été sous les effets de la drogue ou non, j'ai vraiment l'impression que sa sentence aurait été la même. Ouais. C'est plus l'opinion du public qui changerait un peu. Ouais. Parce que, OK, peut-être que les gens la considéreraient moins comme une cold-hearted killer,
si elle n'était pas en plein contrôle de ses moyens. Ça pourrait expliquer un peu plus ses réactions, mettons, au Aussi, téléphone. oui, qu'elle disait puis tout n'importe ça. quoi, tu sais. Mais bon. Elle reconnaît quand même une part de ses torts. Elle dit « Je vis tous les jours avec la douleur incommensurable de la culpabilité, mais je ne suis pas une meurtrière. » Mais oui, t'es une meurtrière, t'as tué 2 personnes. Et Ça, comme, ouais. elle se sent vraiment mal, mais pas capable d'avouer que c'est une meurtrière. Elle dit genre, c'est pas ça qui m'identifie en tant que personne. Ouais. Tu sais, elle a aussi blessé gravement 8 enfants, un policier, puis elle a traumatisé une école entière, une ville entière, là, je veux dire. En 93, 14 ans après son arrestation, Brenda se fait offrir sa première audience de libération conditionnelle. Conditionnelle, mon Dieu, hein? Oui. Conditionnelle. J'ai compris. Et ça lui est refusé. 1 an plus tard, elle se fait réévaluer et, selon les rapports, elle souffre d'un trouble antisocial et un faux sens de la réalité. Donc, elle est déconnectée. Sa libération conditionnelle est encore une fois refusée. On juge qu'elle n'est pas prête à sortir de prison. 4 ans après, en 98, Brenda refuse une audience de libération conditionnelle après avoir appris qu'un des enfants qu'elle a tiré dessus allait être présent. Le petit Cam. C'est vrai qu'elle se sentait trop mal. Elle était comme « Ah, je veux pas. » Ben, on dirait que ça, c'est la première présence d'esprit qu'elle fait montrer depuis... De dire non, je veux pas être libérée. Là, tout de suite. Là. En 2000, une petite amie que Brenda s'était faite en prison est libérée. Et ça l'a détruit complètement. Elle retombe en grosse dépression et elle se tatoue elle-même sur le chest des symboles vikings qui font borderline suprématie blanche. Tu sais, les genres de tatous ariens, skinhead de prisonniers, mettons. OK. Et là, ça sort dans les journaux qui disent que les symboles signifient courage et fierté. Mais elle dit non, ça veut dire impardonné et seul. Bref, en tout cas, fun fact pas fun. Et en 2001, sa demande de libération est refusée encore. On la juge trop instable mentalement. En 2005, Brenda a une autre audience de libération conditionnelle. Et là, sa version change un peu. Ou du moins, elle commence à beaucoup mettre l'accent sur sa relation avec son père et comment il abusait sexuellement d'elle depuis ses 14 ans. Ben, soit qu'elle commence à devenir lucide puis à apprendre de tout ça. On dirait que j'espère qu'elle a eu de l'aide quand même, tu sais, qu'elle n'est pas juste en prison en train de vivre des choses encore pires, puis qu'à travers réellement qu'elle a de l'aide. En tout cas, j'espère. Là. Mais elle est rendue à quel âge, là, ça veut dire? Si elle avait 16 ans en 79, là, on est en 2005. 42. Bref, à 42 ans, Brenda commence à s'ouvrir sur les abus qu'elle vivait face à son père, qui n'ont jamais été prouvés, mais c'est sa version des faits. Dot, sa mère, dit dans un documentaire qu'elle n'était pas au courant, mais qu'elle a toujours suspecté quelque chose entre son ex-mari et sa fille. Et elle dit, c'est vrai qu'ils dormaient dans le même lit ensemble. Mais genre... Quelle mère? Hey, je vais essayer de pas juger, là, mais comme... Pourquoi tu fais rien si tu te doutes que ton mari couche avec ta fille? Oui, mais ça, on voit ça souvent. C'est vrai qu'il faut pas juger parce qu'on n'est pas là-dedans, on comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais clairement, depuis le début, Dot, elle a pas l'air d'une mère. Non. Puis j'ai comme tendance à vouloir mettre Sheila dans le même bateau, dans un sens que si elle se sauve de quelque chose puis qu'elle laisse son enfant, c'est ça. C'est pas un geste maternel. Choix, genre, on dirait. Tellement cet homme a l'air de faire peur. En tout cas, on dirait. Puis dans le documentaire, tu sais, Dot est comme, oui, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de louche avec Wally. Puis moi, là, je donne mon humble opinion. J'ai l'impression que Dot haït plus Wally qu'elle aime sa fille. Puis elle dit pas ça pour protéger ou aider la cause de Brenda, mais pour se venger ou faire chier Wally ou comme le mettre au grand jour. Mais elle fait pas ça pour le bien de sa fille, tu sais. C'est mon humble opinion. Je comprends quand même d'où ça vient. Parce que elle a jamais montré le moindre intérêt envers sa fille. Elle la visitait quasiment jamais. Elle voulait même pas se rendre sur place quand elle tirait sur des enfants, là, je veux dire. Elle voulait pas être dans sa vie. Non.
Elle voulait, tu sais, ça montre vraiment un genre une distance qu'elle met elle-même entre elle et toute la situation. Vraiment. Wally, évidemment, nie ces accusations-là. Mhm. Il dit « C'est vrai qu'on dormait dans la même chambre, mais on avait chacun notre lit. » Bon. En tout cas, excusez, parce qu'il y a une voix de même, là. Mais dans le documentaire, le journaliste ou le documentariste le confronte. Puis il dit vraiment « Votre fille a dit dans une audience que vous la sodomisiez. » Puis il est comme « Hein? Elle a dit ça? Quand elle a dit ça? » Hey boy. Ben, c'est pas vrai. Tu sais, vraiment, là, si tu veux être pas convaincant, ben, tu fais ça, là. Je veux dire, c'est l'affaire la moins convaincante que j'ai entendue de ma vie. Je comprends. Et là, certaines personnes y remettent en question les dires de Brenda parce que elle a partagé durant un bon moment sa cellule de prison avec une femme victime d'inceste et d'abus sexuels. Puis cette femme-là, elle s'est confiée à Brenda. Et là, un comportement psychopathique est de s'approprier l'histoire des autres, d'imiter les émotions des autres. Ouais. Et là, peut-être que Brenda, à cette nouvelle audience de libération conditionnelle, a décidé de faire jouer les violons et de inventer une histoire que sa coloc aurait vécue, mettons. Je comprends. Mais tu sais, en même temps, il y a peut-être une partie de vérité là-dedans, je sais pas. Mais Wally, clairement, on sait qu'il est dégueulasse, là. Il a marié une fille de 17 ans qu'il a rencontrée au centre jeunesse de sa fille. Oui. Non, tout, je veux dire, tout ça sort pas de nulle part, les allégations non plus de sa fille. Ça. Peut-être que ça l'a juste aidé, dans le fond, à mettre des mots sur l'histoire qu'elle a vécue à elle. Exactement. En rencontrant quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire. Elle était tellement inconsciente de tout ce qu'elle a vécu, on dirait avant, que peut-être que c'est juste genre, mon Dieu, c'est exactement ce que j'ai vécu. Puis là, ça lui a donné la force de se confier puis de partager son histoire. On sait pas. Mais tu sais, qui croire? Ouais. Ce qui aide pas Brenda, c'est, comme je disais tantôt, c'est qu'elle dit qu'elle veut continuer à voir son père, malgré tout. Elle a le droit. Mais si ce qu'elle dit est vrai, ça aide pas sa cause ou, mettons, la cour, les gens à la croire, tu sais. Ouais. Sa demande de libération lui est refusée, quand même, encore une fois. En 2009, même chose, refusée encore. Et on lui dit que là, la prochaine demande qu'elle peut faire, c'est seulement dans 10 ans. Parce que là, ça fait plein de fois que chaque fois, c'est refusé. Wally, son père, il a habité la fameuse résidence du 6356 Lake Alton Avenue toute sa vie. Il a vécu une vie solitaire, recluse, sans amis. Il visite Brenda chaque semaine et malgré tout ce qui l'a affligé à sa fille, Brenda dit qu'elle a réussi à devenir amie avec son père avec le temps. Il n'a jamais arrêté de la visiter? Jamais. Toute sa vie, il est allé la voir. Il est-tu encore en vie? Non. OK. Il est mort en 2016. Puis parenthèse, genre Brian, en tout cas sa fille. Brianne, oui. Brianne, sa fille qu'il a eu avec Sheila. On a-tu des nouvelles d'elle? Ben, comme je t'ai dit, le documentaire en 2005, début des années 2000, on a vu qu'elle étudiait en sociologie puis qu'elle avait de l'air de bien aller, mais on n'a pas vraiment de nouvelles depuis. Elle avait-tu des contacts encore avec Wally? Oui, elle habitait avec. Oh shit. Elle habitait à la même maison, là, la maison de la fusillade. OK. Intriguant. Puis elle était aux études, fait qu'elle devait être rendue une ado, jeune plein adulte. De questions. Là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie. OK. Intéressant. Mais disons qu'elle a pas fini comme tireuse dans une école. Non, 100%. Mais je t'inquiète. Ouais. Mais tu sais, il faut pas oublier que Wally, il a l'air d'avoir été la seule stabilité dans la vie de Brenda. Fait qu'il a été un abuseur sur elle, peut-être que elle avait quand même besoin de lui dans sa vie d'une manière twisted un peu, là, et tout. Ouais. Comme j'ai dit, il est mort en 2016 et la même année, la demande de libération conditionnelle de Brenda est encore une fois refusée. En 2021, en pleine pandémie, Brenda se fait offrir l'opportunité de faire une autre demande de libération conditionnelle et là, elle refuse. Elle dit « Pourquoi je voudrais être libérée en pleine pandémie quand tout le monde est en confinement? C'est ce que je vis depuis 40 ans, une vie confinée. » Oh shit. Puis je suis comme fair enough. Oui, t'imagines là, elle sait qu'elle n'a plus personne qui l'attend non plus à l'extérieur. Elle n'a plus son père. C'est vrai. Laissez-moi en dedans, genre, je sais pas. Tu sais, elle est là depuis qu'elle a 18 ans. C'est tout ce qu'elle connaît, là. Puis imagine être relâchée en pleine pandémie. Puis Dieu sait que le système d'incarcération
aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup d'encadrement puis de préparation à une fois que tu es libéré. Fait qu'imagine en plus en plein confinement. Non, puis c'est juste aussi que je pense que c'est tellement terrible comme histoire que peu importe ce qu'elle dirait, peu importe ce qu'on apprend, peu importe, elle va se faire tuer en sortant. Elle va se faire haïr. Exactement. Genre, elle a aucune... Personne n'a de l'empathie pour elle. Là, puis je comprends, là, je veux dire. Oui, c'est ça. Fait que je suis comme... Reste quasiment protégée en dedans, dans le fond. Puis c'est triste, là. C'est comme elle a vécu une vie de merde, on dirait, depuis sa naissance. Ouais. Puis genre, j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour elle. Mais justement, genre, qu'elle dise non à sa libération conditionnelle par elle-même, c'est quasiment comme si elle savait qu'elle peut pas sortir. Parce que même à l'extérieur, ça va être pire. Tu sais, elle va-tu s'enlever la vie? Elle va-tu se faire tirer une balle dans la tête? Elle va-tu se faire rejeter par tout le monde toute sa vie? Vivre dans tout le monde l'ombre? sait c'est qui, cette femme-là. Là. C'est ça. Tu sais? En tout cas. En 2022, sa demande lui est refusée à nouveau et elle va devoir attendre 3 ans pour une nouvelle demande. Donc, depuis 2025, elle pourrait refaire une demande. Oh shit. Brenda Spencer, l'auteur d'une des premières ou la première tuerie scolaire, celle qui déteste les lundis, est toujours en prison aujourd'hui, âgée de 63 ans. Sortira-t-elle un jour de prison? Personne ne le sait. Si la phrase « I don't like Mondays » vous dit quelque chose, c'est peut-être à cause de la chanson du même nom, du groupe de Boomtown Rats. C'est un groupe anglais, je pense. Puis le chanteur du groupe, Bob Geldof, il était en studio à Atlanta quand il voit passer aux nouvelles en 79. Une jeune fille a tiré sur des enfants et des professeurs à travers sa fenêtre. Puis là, il entend qu'elle a expliqué son geste par la simple raison « I don't like Mondays. This livens up the day. » Et il trouve ça tellement absurde qu'il a écrit une chanson inspirée de ce fait divers. Ah, mais j'ai tellement entendu souvent cette phrase-là. Puis c'est une phrase vraiment célèbre. Des chandails de band dans ma tête de genre I hate Mondays. Genre, je suis sûre qu'il y a comme tellement de chansons qui ont été faites là-dessus. Tellement de. J'ai peut-être même un groupe de musique qui s'appelle de même. Tu sais, genre, je sais pas, là, je connais pas, mais j'ai souvent entendu ça. Ouais. Puis là, j'ai peut-être inséré genre 5 secondes de la tune, mais je veux pas qu'on se fasse take down non plus. Fait que peut-être que non, mais allez l'écouter sur YouTube, peut-être si ça vous intéresse. Ouais. La chanson décrit une société incapable de comprendre cet acte-là, parlant d'un silicon chip inside her head qui se mettrait sur off. Une métaphore pour un esprit qui bascule, genre qui switch d'un état à un autre. Le refrain fait écho à la phrase de Brenda, qui est devenue célèbre. Le ton n'est pas glorifiant. Geldof dit vouloir dénoncer la banalisation et la médiatisation de la violence. T'sais, on est en 79 quand même, là. C'est pas aujourd'hui. Fait que déjà, à cette époque-là, c'était ressenti ce genre de problème-là. La chanson devient un immense succès mondial, numéro 1 au Royaume-Uni, mais elle passe pas vraiment aux États-Unis parce que c'est comme... On les confronte à leurs droits, les fusils, les armes à feu, la violence. Ouais. Et la chanson veut presque pas passer du tout à San Diego, par respect pour les victimes, et je peux comprendre. Ouais, c'est comme tourner le couteau dans le plaie rendu là. Ben oui. La famille de Brenda et celle des victimes détestent l'idée de faire une toune sur ce drame-là, leur traumatisme. I Don't Like Monday, c'est un des premiers grands succès pop à évoquer une fusillade scolaire. Désolée, une police passe. Ironique. Ouais. Plusieurs années avant que ce phénomène-là devienne médiatisé à grande échelle, parce que maintenant, on entend souvent des groupes là, de heavy metal ou de rock qui parlent de Columbine, de Sandy Hook, de ci, de ça. Il y a quand même beaucoup de groupes qui ça peut repris soit des tueurs en série ou des tireurs de masse. Dans plusieurs interviews, le chanteur du groupe dit qu'il voulait faire un commentaire social, pas un hommage. Genre, je glorifie pas la violence. Il est pas genre « You were so cool, Brenda Spencer », tu sais, il est comme genre « Dans quelle société on vit », blablabla. Ouais, il défend sa chanson, là, dans une ère musicale où est-ce que c'était bien en mode de parler de meurtre, de Satan. De sujets controversés. Oui, c'est ça. C'est bien rare que tu entends une tune de heavy metal qui est genre... Néopets, muffin, petit calinours. Ça serait bon. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je m'excuse. J'écouterais ça. Mon île Animal Crossing, c'est la meilleure!
Je sais pas pourquoi j'ai ramené Néopets. Ouais, C'est hein? de quoi je parle, Oui, Néopets? Je jouais à ça sur l'ordi Ouais. familial dans le bureau chez mes parents. Ouais, moi aussi, j'ai déjà joué. Et revenons à nos moutons. Ouais, s'il vous plaît. Depuis 1979, comme nous le savons tous, la situation des tueries de masse, des tueries scolaires aux États-Unis est loin de s'être améliorée. Mm. Si c'était une des premières en 79, ben laissez-moi vous dire que quand il y en a une aujourd'hui, on les compte même plus. Non, c'est ça. On parle plus de la première cette semaine. Uh-huh. La Tristement. fusillade de l'école primaire Cleveland était soit la première ou dans les premières de l'histoire américaine, et personne ne semble avoir appris de cette tragédie-là. Aux États-Unis, on compte 120 armes à feu pour 100 habitants. C'est le taux de possession d'armes civiles le plus élevé de la planète. T'as-tu dit aux États-Unis? Oui. Juste partout. Aux États-Unis, c'est ça la statistique. Oui, ça me fait super peur. Mm-hmm. Aucun autre pays développé, riche, ne s'en approche, même de loin, là, de cette statistique-là. OK. Des études comparatives faites par Harvard ou le Small Arms Survey montrent que plus il y a d'armes à feu dans un pays, plus il y a de morts par arme à feu. Et là, on est genre, évidemment, là, mais genre là, c'est prouvé parce que comme... Ben oui. La défense première des gens qui sont pro-armes à feu, c'est genre, il faut un humain pour tirer, mais plus il y a de guns, plus il y a de blessures par gun, là, on va... Ben oui, on S'entendre va appeler là-dessus. une pomme, là. Oui. Genre, je veux dire, s'il n'y en avait pas, si ça n'existait pas, Ouais, oui. il n'y aurait pas de chiffres non. qui montrent. Tu sais, je veux dire, c'est juste, en tout cas, c'est logique, là. Et là, on parle pas de n'importe quelle arme non plus, là. On parle de fusils semi-automatiques qui sont légaux et très accessibles aux États-Unis. Mm-hmm. Dans beaucoup de régions américaines, l'arme à feu, c'est pas juste un objet, c'est un symbole culturel lié à la liberté individuelle, à la méfiance du gouvernement de l'État, au mythe du self-made man. C'est l'héritage du Far West, là, tu sais, ça fait partie de l'identité américaine. Mm-hmm. Les chercheurs remarquent une combinaison dangereuse. Une forte pression sur la masculinité, comme j'ai parlé tantôt, pas montrer de faiblesse, dominer, contrôler, une stigmatisation de la santé mentale, surtout chez les hommes, et un accès facile aux armes semi-automatiques. Laissez-moi me dire que c'est un cocktail explosif, là, si on additionne les trois. Mhm. Dans un autre pays, un homme en crise pourrait se blesser lui-même, ce qui serait déjà très malheureux. Mais aux États-Unis, il peut s'acheter en une journée un AR-15 et défouler sa détresse, sa frustration sur tout le monde qui croise son chemin. Ouais. Au Walmart, genre. Ouais. Sans test psychologique, sans analyse de dossier médical. Genre, je me rappelle plus c'est quoi que tu avais dit tantôt, mais c'est comme la troisième main de l'homme, l'arme à feu. J'ai super peur. Ça me perturbe de parler de ça, puis j'ose jamais donner mon opinion par rapport à ça, de peur que quelqu'un me dise, genre, que quelqu'un m'obstine. J'ai peur des gens qui disent, ben non, mais là, il faut pas exagérer. Là. Parce que ces gens-là, c'est probablement des gens qui sont comme moi, j'aimerais ça en posséder un, une arme à feu. Puis tu sais, genre, c'est la première fois que je me prononce noir sur blanc, ben là, à l'audio sur un podcast, là, là-dessus. Ouais. Mais je le dis, moi, je suis contre cette mentalité-là, cette idéologie-là. Surtout dans la société actuelle, que j'essaie d'expliquer depuis le début, puis je trouve que j'ai des bons arguments. Puis je dis que dans un monde où la santé mentale serait mieux encadrée, mieux prise au sérieux, s'il y avait autant de fusils, ben peut-être que ça serait correct. Mm-hmm. Les gens s'en prendraient pas aux autres avec les guns. Mais avec le melting pot, l'accumulation des 3 additions que j'ai nommées tantôt, oui, ben, ça fait que c'est inévitable. Peu importe les genres, peu importe n'importe quel critère, l'être humain peut faire peur. Ben oui. Pourquoi on lui mettrait tous les moyens devant lui pour, genre, être le plus faire équipé le mal possible? Ouais. Uh-huh. Mais tu sais, ça, je sais que ça se réglera jamais, puis ça va pas se régler demain matin. Puis, on parle de quelque chose de bien plus grand que nous, là, ici, là, dans notre salon. Mais ça me terrorise, là. Beaucoup d'auteurs de tuerie choisissent l'école parce que c'est un lieu qu'ils associent à leurs blessures, souvent. Le harcèlement, le rejet social. C'est un endroit très accessible. C'est un endroit peuplé qui garantit un impact médiatique maximal. Et là, avec l'accès de plus en plus difficile aux soins de santé et avec le peu d'assurance santé aux États-Unis, là, ben, les hommes en détresse, ils ont beaucoup moins de ressources qu'ici, mettons. Mm-hmm.
Les fusillades sont massivement médiatisées aux États-Unis, souvent en nommant le tireur, en analysant son passé en détail, en diffusant son visage partout. Et là, quand j'ai lu ça, je me suis remise en question un peu. Que j'étais genre, je fais littéralement ça en ce moment même, mais je me dis que je l'aborde d'une manière qui n'est pas glorifiante et sincèrement, comme tu avais dit, je pense, pour la tuerie du McDo, on est au Québec, notre public cible, ce n'est pas ces personnes-là, j'ose l'espérer. Je suis pas je suis pas un poste de nouvelles. Non. Je suis pas une source de nouvelles médiatiques. Je pense suis pas qu'on un n'a média. pas une si grande portée que ça non plus. Puis, tu sais, on parle très keb. On n'est pas... même, j'aurais peur, moi, d'être un podcast anglo, là, personnellement, parce que ça l'attirait déjà plus de gens à nous écouter. Fait que, veux pas, on se sent un peu plus en sécurité. Puis, genre, c'est bien là, qu'on se sente de même là, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays. Mais je comprends ce que tu veux dire de... Puis j'ai l'impression, là, je veux pas me lancer des fleurs ou me défendre ou être sa défensive, là, mais j'essaie d'amener tellement comment la vie de cette fille-là a l'air tragique que je peux pas croire que ça donne le goût à quelqu'un de s'identifier à elle. Je veux dire... Non. C'est pas glorifié ou comme de la haine pure. Quel monstre! Quelqu'un qui cherche à choquer voudrait imiter ça non plus. Non, je pense juste, pas que c'est ça qu'on fait. C'est tellement... Tout le monde est perdant dans cette histoire-là. Des études en criminologie montrent un effet contagion, copycat effect. Après une fusillade de masse médiatisée, la probabilité d'une autre augmente pendant environ 13 jours. Oh shit. Et selon un article de CNN en date de très récemment, le novembre 2025, aux États-Unis sont rendus à 70 school shootings. Pas juste mass shooting, school shooting. Ça n'a pas de sens. 70. Ça n'a pas de sens. Une année. Il reste un mois. Là. Peut-être que là, au moment où vous écoutez l'épisode, ils sont rendus à 75. Oui, c'est ça. À tous les jours, ça a grandi. Ça n'a pas d'allure. Oh my God. Puis ça compte pas les tueries dans des centres d'achat, des parkings, endroits publics. Ouais. Terrifiant. C'est énorme. Nous, on parle encore de Polytechnique. Oui, non, c'est énorme. C'est ça, c'est rendu matière courante. Là, genre. Il y en a qui passent dans le beurre. Il y en a qui, des fois 2 par jour. On sait plus quel nom y donner parce qu'il y en a trop. C'est terrible. Et là, je pense que cette statistique-là, c'est qu'il y a eu des décès. Peut-être qu'il y en a eu qui n'ont pas eu de morts qui ne sont pas rentrés dans cette statistique-là. Et personne au gouvernement ne fait rien pour y remédier depuis la nuit des temps. Là. Personne ose aborder ce sujet-là. C'est que genre, on encourage le port d'armes des professeurs, on vend des sacs à dos par balle aux enfants et on dit « nous sommes désolés pour les familles ». En Floride, on vient de légaliser le port d'armes à découvert. Donc, tu peux le porter à ta ceinture devant tout le monde, plus besoin d'être caché. D'habitude, la règle, c'est minimalement qu'il ne doit pas être à la vue dans ton sac ou dans l'intérieur de ton manteau. Ça vient d'être légalisé après que les shootings soient en montée fulgurante. Si c'est pas reculé, je sais pas c'est quoi. La veuve du directeur, pour retourner à notre histoire, Kate Wragg, raconte que depuis cette journée fatidique de 79, elle a laissé la maison exactement comme son mari l'avait laissée ce matin-là. Elle dit à quel point Brenda ne doit jamais sortir de prison. Avec sa fille Penny, elles ont veillé à ce que la commission des libérations conditionnelles entende leur opposition à la libération de Spencer. C'est leur droit, je peux les comprendre. Parce que a-t-elle prouvé aussi qu'elle est rétablie? Non. C'est quand même une question à se poser. Toutes deux sont décédées depuis et leurs 2 fils survivants, eux, n'aiment pas en parler publiquement, on n'a pas de nouvelles. Okay. Mais la petite fille de Burton Wragg, Hayley Wragg, qui n'était pas encore née lorsque Spencer a tué son grand-père, a appris dès son enfance à craindre sa libération de prison. C'était comme transmis là, à travers les générations. C'était pas caché. Garder l'œil ouvert sur cette histoire-là. Faut pas que cette femme-là se fasse libérer. Elle dit dans un article du San Diego Union Tribune, « Je sais qu'il y avait beaucoup de troubles dans la famille chaque fois que Brenda était en possibilité de libération conditionnelle. J'étais si jeune que je ne comprenais pas vraiment. J'avais vraiment peur, comme si elle allait s'en prendre à moi. J'avais l'impression que libérer cette personne de sa cage ferait encore plus de mal aux membres de ma famille. Mon grand-père et le concierge se sont jetés sur les enfants qui étaient pris pour cible ce matin-là afin de leur sauver la vie, mais ils ont perdu la leur. Je n'ai peut-être pas grandi avec mon grand-père,
Mais beaucoup d'enfants, eux, ont grandi et ont fondé leur propre famille, peut-être grâce à eux. C'est touchant. Oh, c'est tellement triste. Puis ça montre le traumatisme familial, là, la petite fille qui De était même pas née, génération en tu sais, ça génération. suit, là, ça Ouais. reste. Un des survivants, Cam, Charles A. Miller III, passe dans un documentaire sur le sujet et il montre sa cicatrice sur sa poitrine. Ça va rester avec lui toute sa vie. Il raconte comment il est traumatisé de ce matin-là, de voir son directeur d'école étendu dans une mare de sang devant son école. Une image qui est gravée dans ton esprit, là. Ouais. Mais surtout, gravement blessé, il se rappelle très bien avoir pris l'ambulance en même temps que Monsieur Mike, le concierge bien-aimé, et qu'en tournant une curve, l'ambulance allait trop vite et le corps de Mike, entre la vie et la mort, lui est tombé dessus. Il était face à face avec son concierge mort sur une civière dans l'ambulance. Dan Barnes, le fils de Mr. Mike, est devenu professeur. Tiens-toi bien. Ben là... 22 ans après la fusillade, Dan se retrouve face à face à Jason Hoffman, le tireur de la fusillade de l'école secondaire Granite Hills. Le fils de Mr. Mike est victime d'une autre tuerie scolaire. Oh shit! Hoffman a tiré sur Dan, mais il l'a manqué. Ben, c'est quoi? C'est quoi les chances? Habiter aux États-Unis, t'as Mais tellement c'est ça. plus de chances de vivre ça. J'ai ça que ça veut écrit, dire. c'est quoi les chances? En fait, elles sont assez élevées aux États-Unis que ce genre de choses-là arrivent. Ouais, c'est une coïncidence que tu dis. Que Hey. genre, j'aurais jamais pensé comme entendre de toute ma vie, mais comme. Ça me décolle. Ouais. Le policier Robert Rubb, qui a été touché à la carotide dans le cou, il a survécu et il dit, et ça m'a quand même un peu déconcerté. Il dit, si je croisais Brenda dans la rue, je lui tirerais dessus. Ouais, c'est ça. Sans hésitation. C'est ça, leur réflexe. Un policier, quand même, c'est inquiétant d'entendre C'est ça de genre, sa bouche. Là. je te tue en vengeance, je te tue pour venger les autres, je Ouais. te tue tout le temps, là, genre. C'est la solution, genre. Puis ça, c'est parce que, ben, C'est dans ils la ont tout culture. le moyen de le faire. Mhm. Mais tu sais, faut le comprendre d'une certaine manière. Il est très traumatisé depuis les événements. Oui. C'était le premier arrivé sur une scène chaotique d'enfants blessés par balle. Mhm. Ça doit être rough. Puis il a même pas pu retourner dans la police après ça. Ouais. C'est juste une manière de vivre dans son pays, puis avec tout ce qu'on se fait apprendre. Là. Parce que je veux dire, je pense que ce serait pas notre réflexe, nous autres ici. Ce serait d'avoir de l'empathie pour elle, probablement. Pas de dire, genre, si je la vois, je la tue. Là. Mhm. C'est pas ça, je pense. On grandit pas, nous, en ayant ce genre de réflexe-là. Non, puis Pour la plupart. Là. puis de penser je la tue, c'est que nous, on n'a pas d'armes sur nous, on n'a même pas ce réflexe-là. Genre, même Je veux si dire, on disait j'y ça... cracherais d'en face. Tu sais, je Ouais, sais c'est pas, genre, mais tu sais, Ouais, de je comprends. s'imaginer, je la shooterais dans la tête, C'est une ça serait façon de parler. vraiment une métaphore, là. Mm. Eux, En c'est tout cas, très pour la concret, là. Ouais. Oui, c'est ça. C'est une vraie possibilité, genre. Ouais. L'année suivant la fusillade, les élèves de l'école primaire Cleveland ont offert une plaque à la mémoire du directeur M. Burton Ragg et M. Michael Zucker, M. Mike. Mhm. On peut y lire « Décédé en aidant les autres ». Depuis, l'école a fermé et a été détruite pour devenir des habitations luxueuses. Et le mémorial y a été déplacé. OK. Ah ben. Mais bon, j'espère avoir ouvert la discussion sur le port d'armes et la culture de la violence, de la masculinité toxique et de peut-être comment on élève nos enfants puis comment des fois sont le résultat un peu de leur environnement. Et c'était ça mon histoire. Très bon épisode de Jus. Je suis sans mots. Je suis un peu sous le choc. Mais oui, je trouve ça bien. Je trouve qu'on a une belle discussion par rapport à ça aussi. Ça fait peur, on dirait, de autant donner son opinion, mais... Ben, je me lance, je m'essaye. C'est ça, puis j'ose croire que, je veux dire, on va peut-être avoir un impact sur certaines personnes ou sur la façon dont les gens pensent ou... Je sais pas, tu sais, notre but n'est pas d'influencer, là, on va se le dire, mais c'est tellement intéressant d'en parler, puis c'est vraiment important d'en parler, puis
On doit tellement se sentir chanceux, là. Je pense que si ça peut au moins amener ça, là, qu'on prenne tout un moment pour se dire, genre, qu'on est tellement bien ici, puis qu'on est tellement en sécurité comparativement à tellement d'autres gens sur Terre. Puis genre, ayons de l'empathie pour des gens qui l'ont pas aussi facile que nous. Tu sais, on est privilégiés quand même, puis... En tout cas, c'était tellement une bonne histoire, bien racontée. Merci. Mais n'oublions pas que c'est contagieux, tout ça. Puis les États-Unis sont pas si loin de nous que ça. Très proche. Puis qu'il faut pas prendre ce qu'on a pour acquis. Non. On est chanceux, on est privilégiés, mais il suffit d'un faux pas pour que on recule de 10, 20, 30, 50 ans. Là, comme ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Oui. En tout cas, c'était vraiment un bon épisode, bien raconté. J'ai aimé toutes les petites parenthèses que tu as faites pour nous éduquer, pour m'en apprendre davantage avec des scientifiques, Merci. Des statistiques, tout ça. J'espère pas vous avoir tanné avec ce petit côté-là, mais je trouvais que ça faisait un bout que je voulais en parler. Puis là, je trouvais que cette histoire-là, ça se prêtait bien. Surtout à cause d'une tireuse femme. On dirait que là, ça m'a fait soulever la question pourquoi d'habitude, c'est des hommes. Fait que là, c'est pour ça que j'en ai parlé un peu. Non, c'était très pertinent. Puis bravo d'en parler. Et tu sais, c'est pas toutes les fanatiques de guns ou les pros port d'armes qui sont comme ça. Là. Puis je dis pas que vous êtes victime de masculinité toxique si vous pensez comme ça, mais je vous fais poser la question quand même de pourquoi c'est juste aux États-Unis qu'il y a un gros fléau de tireurs de masse, tu sais, genre, comme tu dis, comparons des pommes avec des pommes, c'est ça? Non. Ouais. Appelons une pomme une pomme? Oui. Les deux... Moi, oui, les deux, ça... sérieux. Non, mais les deux, ça fonctionne, en effet. Tu peux pas comparer une pomme avec une orange. Bon. Donc, voilà, c'est comme les deux phrases fonctionnent, mais c'est vrai. Puis, genre, ouvrons la discussion, comme tu dis. Faut jamais généraliser, de toute façon. Ça, on le dit vraiment souvent dans nos épisodes. On aborde des sujets quand même complexes tout le temps et graves. À prendre avec un grain de sel tout le temps. On essaie de les rendre accessibles, ces sujets-là aussi. On les vulgarise beaucoup, là. On en discute, là. Exact. Puis sachez qu'on veut jamais généraliser. On n'est pas des gens qui sont extrémistes d'aucune façon que ce soit, là. Ouais. Fait que, tu sais, quand on parle des hommes, quand on parle de ci, là, faut prendre tout ça avec un grain de sel. Puis je pense que vous êtes de toute façon assez capable de faire la différence puis de prendre la part des choses dans ce qu'on dit, là, tu sais. Exact. Puis de faire votre propre opinion. Ben oui. Sur tout ça. Puis c'est quand même rare, mais des fois, on reçoit des messages de comme « Ah, un peu trop d'opinion, tenez-vous-en au fait. » Mais moi, j'aime ça des fois qu'on s'en permette parce que tu sais, on est un podcast et j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous nous écoutez pour entendre ce qu'on en pense de ces sujets-là. Nous, on prétend pas être des journalistes impartiaux. C'est ça. Ça vient avec notre personnalité. Exactement. Et des fois, il faut qu'on s'exprime sur ça. Puis de toute façon, de notre côté, on voit vos opinions tout le temps. Dans le sens qu'à chaque fois qu'on a un épisode, vous nous partagez vos opinions. Fait que même si on essaie toujours d'en rester au fait puis d'être le plus neutre possible, ben c'est sûr que des fois, ça va nous affecter plus que d'autres fois. Puis qu'on va... se permette. On va se laisser aller nous autres aussi. Puis de toute façon, on vous aime tellement, on vous apprécie, puis on a tout le temps des bonnes discussions avec vous. Oui. Depuis qu'on a commencé le podcast, là, comme 1 an et demi, bientôt 2 ans, il n'y a jamais un seul message, je pense, qu'on n'a pas répondu. Puis si là, je me trompe en le disant, comme venez me voir au pire pour nous le dire, mais on est full à l'écoute, on vous écoute, on jase avec vous autres, on répond à tous les messages, tous les courriels, puis ça nous intéresse de savoir vos opinions. Fait que partageons la nôtre aussi, Colin. Faut bien, tu sais, le monde, on veut discuter avec vous, il faut que ça soit pas juste one-sided. Non, j'ai vraiment apprécié la discussion. Moi aussi. Puis tant que c'est fait dans le respect, puis on est vraiment chanceuse, on touche du bois, on l'a déjà dit, là, mais je pense qu'on a eu 2 messages haineux depuis 1 an et demi. Là. Oui. Puis il était quand même pas super non plus. Non, je l'ai déjà dit. C'était par rapport à ma façon de parler comme un troc. J'essaye, la gang, d'avoir du nouveau vocabulaire. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis 2025, j'essaie de m'améliorer dans mes épisodes. Puis j'essaie d'écrire sur les internets. Donnez-moi du vocabulaire, donnez-moi des synonymes, donnez-moi un A, donnez-moi un B. Non, mais comme, j'essaie de m'améliorer, puis c'était genre ça, nos critiques. Mais merci, Ju. Et puis... merci de m'avoir écouté. Merci à vous aussi. On vous aime beaucoup. Et là, encore une fois, n'oubliez pas,
de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous, comme on vient de le dire, on va vous répondre, on veut vous entendre, on veut vous lire. Oui. Et n'hésitez pas à rejoindre notre Patreon aussi. Si vous en voulez plus de nous, plus de discussions comme on vient d'avoir, parce que j'ai l'impression qu'on jase de même plus sur Patreon d'habitude. Fait que là, on vous donne un peu un avant-goût de ce qui se passe dans les épisodes bonus sur Patreon. Oui, puis ça fait 2 épisodes là, qu'on se laisse un peu plus aller. J'ai peut-être l'impression que c'est parce qu'on avait pris une petite pause. On s'ennuyait de vous. On avait hâte, mais oui, n'hésitez pas à joindre la communauté. Puis, allez donner 5 étoiles à cet épisode-là, sacrément. That was a good one. Ah oui, merci. Oubliez pas, ça nous aide énormément. Oui, là, on n'en a pas parlé, mais oui, Apple Podcast qui nous met dans les Best of 2025. C'est vrai! C'est sûrement grâce à vous qui avez donné autant de 5 étoiles puis des belles reviews. Ça nous a fait démarquer par Apple. C'est incroyable. Puis tout le monde qui nous a félicité quand on l'a mis en story. Mais genre, c'est grâce à vous, là, parce que vous le faites quand on dit, genre, donnez-nous 5 étoiles, ça fonctionne. On a tellement de notes. Puis genre, Esprit, ça nous aide. C'est tellement juste flatteur de recevoir un courriel puis de se faire dire, genre, vous êtes dans le palmarès des podcasts de 2025, c'est malade. Hey, quand Emilia nous envoie un courriel, j'étais genre « What? Oui, c'est vrai. Hi, Emilia! Oh my God, thank you so much! » Hey, j'étais insane. Insane. Ouais. Bref. Fait que merci. On vous aime fort. Puis on vous aime fort. Puis à la semaine prochaine pour l'épisode de Cri. Yes, à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye!